Bonjour à tous. Le week-end écoulé, Paris accueillait les dirigeants du monde francophone. C'était pour la 19e fois qu'ils se réunissaient et pour la 3e fois sur le sol français. Mais au-delà du bling-bling et des jolis costumes, que devient cette organisation vieille de plusieurs décennies et qu'apporte-t-elle aujourd'hui au peuple qui parle la langue française maintenant que les enjeux ont changé à travers le temps? Des questions qu'on va évoquer lors de notre débat tout à l'heure. Ce sera avec les acteurs que vous connaissez. Mon invité ce matin, c'est Marius Tchomakou, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité à l'université d'Abomey-Calavi, les nouvelles réformes en cours avec la suppression des soutenances à la faculté des lettres, langues, arts et culture, les inscriptions qui doivent désormais se faire en ligne, les conditions de vie et d'études et l'actualité des organisations estudiantines qui essaient de survivre ces 10 dernières années au Bénin, malgré la patine. La page invitée, c'est dans un instant. Dans l'actualité, pas grand-chose à se mettre sous la dent ce matin. Les journaux sont peu dans le kiosque, mais n'empêche, nous devons faire donc le tour rapide pour les informations relayées ça et là. Il y a un sujet qui revient. L'audience reportée hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, notamment dans l'affaire Steve Amoussou. Merci d'être là. Procès de Steve Amoussou. Nous sommes avec Fraternité ce matin. Les raisons du report du 18 novembre. Les raisons du report au 18 novembre. La réaction de la sœur, la mise en cause en ligne dans les colonnes de Fraternité. Dr Denis Rodonu sur l'influence de la civilisation béninoise. Le vaudou est un outil de développement si nous savons l'orienter dans le meilleur sens du thème. Matin libre à faire Steve Amoussou, les avocats n'ont pu consulter le dossier selon Maître Baparapé d'une demande de mise de côté. L'audience a été renvoyée au 18 novembre. Le matinal, denrées de grande consommation au Bénin, baisse des prix dans les marchés. Et puis francophonie, urbanisation et développement durable en Afrique. Luc Nyakadja à cœur ouvert. Voici Info Matin chez vous. Et là, c'est l'actualité. En Afrique, législative sénégalaise du 17 novembre prochain, vers un classico Macky Sall, Ousmane Sonko. Le quotidien Nokoué a fait Steve Amoussou, frère Oumvi. À quoi s'attendre le 18 novembre prochain? Le quotidien Le Nokoué, a jeté les coris, apparemment. La tribune de la capitale, révélation art contemporain du Bénin à la conciergerie de Paris, une quarantaine d'artistes pour une centaine d'œuvres en vedette. Nous sommes avec Décryptage Info à présent, diversification de l'économie béninoise, baisse des exportations de coton au profit de l'anacarde et du soja en 2023. First Info, Patrice Talon et Olivier Bocor. Comment les frères sont devenus adversaires? Le journal a fouillé. Le quotidien L'Informateur, Bénin, relation Bénin-Niger, ouverture des frontières. L'uranium, une porte de sortie. Et puis, dossier frère Oumvi, l'audience renvoyée au 18 novembre prochain. Le révélateur du jour. Et on va apprendre qu'à Savin, notamment l'hôpital de zone est annoncé pour être inauguré très bientôt. Le quotidien d'Abarou, affaire Steve Amoussou, soupçonné d'être frère Oumvi. L'audience a été renvoyée au 18 novembre prochain. Les détails dans les colonnes du quotidien. Le meilleur à présent, cascade de divorce dans la société de nos jours. La banalisation du divorce aujourd'hui est liée à la banalisation du mariage. Ça, c'est l'avis du sociologue Saïd Sotiman Chantipou. Et de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, procès de Steve Amoussou, les raisons du report au 18 novembre, la réaction de la sœur du mise en cause à lire dans les colonnes du journal qui paraît à Ménoté. Dr Denis Rodonu sur l'influence de la civilisation béninoise. Le vaudou est un outil de développement si nous savons l'orienter dans le meilleur sens du terme, a confié l'homme.
Là, donc, ce qu'on peut retenir à la une des quotidiens parvenus à Canal 3 Bénin ce matin, dans les colonnes de fraternité, comme à notre habitude, on va essayer de voir ces articles qui pourraient nous intéresser. Le premier que je vous propose, c'est déjà justement le procès reporté de Steve Amoussou, fraternité qui nous propose ici les raisons du report au 18 novembre prochain. Il dit en effet... cet avocat du collège constitué notamment de Maître Yaya Pogno et Maître Julien Togbadja a plaidé pour que le dossier soit momentanément mis de côté afin que les autres confrères avocats puissent le rejoindre. Alors malgré l'insistance du dit avocat, le juge a tout simplement décidé de renvoyer le dossier au 18 novembre 2024. Pour rappel, Steve Amoussou est poursuivi pour harcèlement par le biais d'une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion. Et justement, parlant de cette affaire-là, l'homme qui est le principal concerné, le principal accusé, eh bien, sa soeur s'est prononcée dans la colonne de fraternité ce matin. Il est difficile de penser que le juge qui a donné 12 mois à ses ravisseurs pourra rendre justice favorablement. En tout cas, c'est son impression. Elle s'appelle Ella Amoussou. Et elle partage avec fraternité ce matin, ses sentiments, en tout cas, en tant que membre de la famille de Steve Amoussou. On essaye d'être réaliste, a-t-elle confié, sur les circonstances actuelles de son dossier. On ne peut pas dire qu'on n'est pas anxieux parce que le dossier manque d'impartialité et de sens de justice à tous les niveaux. Je pense que, de façon objective, tout le monde a pu se rendre compte. Nous savons que le 7 octobre, ce n'est pas pour rendre justice ou honorer la démocratie ou la liberté d'expression ou le droit des peuples. En tout cas, elle a eu une longue réflexion dans la colonne de fraternité ce matin, publiée à la page 3. Si cela vous intéresse, appelez votre livreur et mettez-lui la pression pour qu'il passe chez vous. L'actualité dans les colonnes de fraternité qui pourrait vous intéresser aussi, c'est cet avis de Dr Denis Rodonu sur l'influence de la civilisation béninoise. L'homme qui pense que le vaudou peut être en tout cas un outil de développement si on sait bien l'orienter dans le sens qu'il le faut. Alors comment l'orienter? Réponse du sociologue dans les colonnes de fraternité, notamment à la page 2. Il a accordé une intéressante interview au quotidien qui paraît à mes notaires. Et puis la page 9 qui vous récapitule l'actualité sur le continent avec Macky Sall qui s'échauffe et s'étire en attendant le 17 prochain. Il s'agit notamment du rendez-vous des législatives parce que l'homme est désormais tête de liste pour aller donc à cette consultation électorale. Et pour cela, l'homme s'est proposé de se décharger de ses fonctions à l'international. L'ex-président Macky Sall quitte son poste d'envoyé spécial du pacte de Paris. C'est justement pour se mettre entièrement à la disposition de la bataille législative qui s'annonce. Au Cameroun, un candidat à la présidentielle dénonce l'absence d'infos officielles sur l'état de santé de Paul Biya. Là-bas, c'est une grosse rumeur actuellement. On ne sait pas où est-ce que se trouve le président. Est-il en Suisse, en France pour soins ou au Cameroun? Personne ne peut le dire. En tout cas, achetez fraternité, lisez. Intéressez-vous aussi à la présidentielle en Tunisie. Là-bas où Kaïs Saïed a été réélu à une majorité écrasante. C'est désormais le sport favori des présidentielles en Afrique, 90,7% s'il vous plaît, comme en tout cas chiffre obtenu à l'issue donc de la consultation de dimanche dernier. Voilà donc quelques éléments qui pourraient vous intéresser dans Fraternité ce matin. Achetez le quotidien, allez sur le site, informez-vous. C'est la bonne source, en tout cas quand on est à Cotonou. Je vous propose maintenant qu'on passe au deuxième acte d'Actu Matin ce matin. C'est le bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous aurez 15 minutes à nous présenter les informations relayées par les micros et caméras de Canal 3 Bénin. Et déjà, je peux annoncer qu'on va découvrir les images de l'inauguration des infrastructures d'intérêt public. Nous sommes là dans la commune de Soava. À travers ce geste, la mairie et l'association Michel Gestin pour l'enfance entendent réduire les difficultés des habitants de la commune sur le plan sanitaire et éducatif
Détail, comme je le dis dans un instant. Et puis, lancement de la 4e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, Récico. Le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent, c'est le terme de cette année. Et cette nouvelle aventure accorde une place prépondérante au renforcement de capacités des jeunes cinéastes béninois. Là-dessus aussi, vous aurez d'amples détails. Voici le bulletin. Et on va démarrer par cette information du monde judiciaire, largement partagée par les quotidiens dont vous avez suivi les unes tout à l'heure. Il s'agit justement du procès de Steve Amoussou, initialement convoqué pour comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme hier, lundi 7 octobre 2024. Le prévenu a simplement vu son audience reportée au 18 novembre 2024. Maître Aboubakar Ba rappelé le principal avocat de l'homme a plaidé devant la cour pour que le dossier soit mis de côté momentanément afin que les autres avocats de la défense le rejoignent. Cela a sans doute amené le juge à décider du renvoi du dossier pour continuation au 18 novembre 2024. On aura donc à garder patience pour voir ce que ça va donner ce 18 novembre 2024 donc. On passe à autre actualité dans le mini-journal. Deux nouvelles infrastructures d'intérêt public mises à la disposition des habitants de la commune de Soava, Florence. Tanguy, il s'agit de la maternité de Décombe et d'un bâtiment neuf au profit de l'école primaire publique de Véki. Ces nouveaux édifices ont été réalisés grâce au soutien et au financement de l'association Michel Gestin pour l'enfance. À travers le GES, la mairie et l'organisation non gouvernementale viennent réduire les difficultés des habitants de la commune dans plusieurs domaines. Compte rendu. La première escale du maire et de sa délégation est Décombe, où l'attendait une foule en liesse. Cette joie manifeste des populations est liée à l'inauguration de la maternité du village, une infrastructure de première nécessité. Merci au nom de la population de Décombe. Merci pour le leadership du maire de la commune de Soava. Sous l'impulsion de l'autorité communale, ce don porte la signature de l'association Michel Gestin pour l'enfance, qui a vu la détresse des femmes enceintes de cette localité. C'est pas normal que dans une région comme ça, où il faut aller en pirogue à 2, 3, 4 heures de Cotonou, si une femme doit accoucher dans des conditions difficiles, ça doit prendre un temps terrible. Donc le fait de faire cette maternité, pour nous, c'est un grand bonheur. On est heureux de le faire et si on le doit, c'est un homme qui pour nous est vraiment fabuleux. Il s'appelle Mike Filet, on peut l'applaudir, c'est lui qui a financé ce bâtiment. Difficile donc pour les femmes de Décombe de ne pas se réjouir face à un tel geste. Cette maternité vient ainsi offrir des conditions sanitaires de qualité à ces femmes qui bravaient 1000 péripéties avant d'accoucher. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous. Car il n'y a rien de plus précieux que la vie d'un bébé. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de la maman qui le met au monde est essentiel. Cet établissement offrira, j'en suis persuadé, le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Quant aux autorités sanitaires, elles promettent de jouer leur partition afin de garantir un système d'accès aux soins au sein de la maternité. Le gouvernement du Bénin, à travers le président Patrice Talon, mais également le ministre de la Santé, s'engage à intégrer cette maternité dans le système de santé et à faciliter une organisation rationnelle et efficiente des soins de santé. Une coupure symbolique de ruban suivie d'une visite de l'infrastructure est venue clore cette cérémonie. De Décombe, le collège communal et son cortège se rendent à Véki,
plus précisément à l'école primaire de ce village. Ici, les généreux donateurs, à l'aide de leurs baguettes magiques, ont érigé un nouveau module de classe composé d'un bloc administratif. Ces salles de cours, toutes neuves, viennent offrir aux acteurs de cette école un cadre adéquat pour l'enseignement et l'apprentissage. Au nom de mes camarades, élèves du complexe scolaire de Vekidao, et à mon nom, nous vous remercions et nous promettons de bien travailler dans ces jolies salles de classe. Le maire de Soava a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de ses partenaires qui ne cessent de redonner de la joie au cœur des fils et filles de la commune à travers leurs différents gestes. Éducation pour s'intéresser aux meilleurs élèves au CEP, BPC et baccalauréat dans les 8 communes du département du Borgo qui ont été récompensées et encouragées pour leur performance aux examens de fin d'année. C'est à travers une cérémonie organisée par la Fondation Hystérésie et qui vise à célébrer l'excellence en milieu scolaire. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée dans la commune de Niki et Pifanchabi. Fourniture scolaire, ouvrage au programme, ordinateur portatif et bien d'autres lots, c'est la récompense reçue par les meilleurs candidats au Avec cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Maison des médias a procédé le week-end dernier au lancement de la 4e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Organisée sous le thème « Les réflexions s'articulent plutôt autour du thème « Le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent ». Le renforcement des capacités des jeunes cinéastes béninois occupe une place de choix dans cette nouvelle édition suivie. Top, c'est parti pour les Rusico 4e édition. Amateurs et professionnels du 7e art se sont à nouveau donné rendez-vous à Cotonou pour un partage d'expériences et de connaissances en matière de production cinématographique. Vous qui nous avez accompagnés depuis la première édition à aujourd'hui, vous devez constater que nous faisons des efforts. Des efforts au niveau de l'organisation, au niveau de la programmation. Et c'est pour cette raison que si aujourd'hui, vous avez 21 pays, je dis bien 21 pays africains, qui ont voulu vraiment mettre leur film en compétition, ça veut dire que le cinéma béninois est en marche. Cette soirée est marquée par la projection de plusieurs films, dont un court-métrage marocain, La sirène se marie, et une réalisation béninoise, Accord, l'urgence d'une sauvegarde identitaire, signé Camille Seigny-Bendi à Cotaignon. Je veux dire, les panégyriques claniques constituent un élément très important de notre patrimoine culturel immatériel. Et ce sont des éléments très importants, d'abord de l'affirmation de soi, de l'identité culturelle. Et ce sont des éléments qui contiennent certaines valeurs de cohésion sociale que nous devrons à tout prix préserver. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette 4e édition des Rusico. Il y a la présence de 5 films, il y a 3 longs métrages et 2 courts métrages. La présence d'une délégation marocaine aussi qui se compose de 4 réalisateurs et d'un producteur et d'un représentant d'un festival de Khoibga, l'un des plus grands festivals d'Afrique. Nous ne regardons que les films hollywoodiens, mais nous n'avons jamais idée qu'en Afrique, chez nous, il y a des pays qui ont déjà construit l'industrie cinématographique. Je crois que les interventions l'ont dit assez. Aujourd'hui, le Maroc produit minimum 25 longs métrages, je dis bien fait 25 longs métrages dont le budget tourne autour de 1,5 million à 2 millions d'euros. Cette année, 21 films sont en compétition. Débats de films, ateliers de formation, colloques et caravanes sont au programme du Rusico 4e édition, dont les activités prennent fin
le 12 octobre 2024. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation donc, de cette tranche de l'information relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, si vous avez envie de retrouver la rédaction de Canal 3 Bénin pour d'autres informations de la journée, eh bien, prenez ces rendez-vous là, 13h, 19h30, 22h30. Ce sont les grandes éditions du journal télévisé sur votre canal d'information. Et puis vous avez justement 16h et le 11h pour le petit rendez-vous pour vous informer. On va continuer Actu Matin. Voici l'acte 3, un autre bulletin, les informations sportives. Maël, bonjour. Bonjour Tanguy. Au rendez-vous de l'actualité des sports ce matin, on a deux disciplines dont on va évoquer les informations. On ouvre le bal par le handball, puisqu'on parlera de hand et de foot. Et bien, ce week-end, on jouait la deuxième journée du championnat amateur zone C en hommes et dames. Espoir Handball Club a balayé littéralement ASEC Handball Club. Et là, nous sommes chez les dames. Oui, chez les dames, ASEC HBC a été défait littéralement par Espoir Handball Club 42-16. On reste chez les dames pour dire que Buffle Handball Club aussi a joué ce week-end. Elles étaient face à Faucon Handball Club, défaite des Buffles 18-27. Chez les hommes, Espoir Handball Club a été battu par Buffle Handball Club 25-33. Victoire de Faucon Handball Club 39-33. Victoire de Bosco Star sur l'AS Takounin 10-0. Victoire également de Buffle HBC chez les hommes contre ASEC HBC 26-21. Cette deuxième journée s'est poursuivie jusqu'à dimanche avec des matchs qui se sont joués en dames et en hommes. On va ouvrir avec les hommes pour dire que Bosco Star a battu Espoir Handball Club 28-21. Buffle Handball Club a battu Bosco Star 25-19. Et enfin, Tanguy, chez les dames ce dimanche aussi, on a joué Buffle Espoir Handball Club et à l'arrivée, c'est Buffle qui a triomphé 34-16 et le deuxième match opposait ASEC Handball Club et Faucon Handball Club. C'est Faucon Handball Club qui a triomphé 15-11. De belles affiches, de belles rencontres avec relativement de bonnes issues. En tout cas, on va continuer à parler de handball, mais cette fois-ci sur le continent avec la 45e édition du championnat d'Afrique de la discipline qui démarre dans 48 heures avec le Bénin qui verra 3 de ses représentants y participer. Oui, on va dire qu'on est à 48 heures du début de ce championnat d'Afrique de handball et les 3 représentants du Bénin, il s'agit de Adidja chez les hommes et des 2 équipes de Flowers, c'est-à-dire Flowers dames et Flowers hommes. Donc on va prendre aussi les rendez-vous de ces équipes-là et on va dire que Adidja Handball Club joue déjà ce jeudi à 10h contre Méchal HBC et on va voir les dames de Flowers CNSS qui jouent aussi vendredi face à Halali. Plutôt, ce sera les hommes de Flowers qui auront joué contre le FAP. Dimanche, chez les dames, on verra Flowers CNSS jouer AS Otoro. Dimanche également, on verra les hommes de Flowers défier le Raja. Et enfin, lundi, on verra Adidja jouer contre le Wydad Samara. Et mardi, on verra les hommes de Flowers jouer contre Don Bosco. Au total, on aura 16 clubs masculins, 11 clubs féminins. Il y aura 2 trophées, des médailles, des milliers de spectateurs, des salles en ébullition, des rebondissements à ne point en finir, des buts incroyables. On aura également de beaux gestes techniques pour agrémenter cette compétition. Absolument. En tout cas, un grand rendez-vous continental. On sait comment ça chauffe les salles, les rencontres de handball et de basketball. Mais là, on est en train de parler de handball. Ça va être certainement très intéressant. Je parie que vous nous apporterez des images assez intéressantes. Bien sûr. Dès que ça va commencer. On reste sur le continent, mais là, on change de discipline. Depuis hier, les clubs qui participent aux coupes interclubs de la CAF connaissent désormais leurs adversaires. Oui, en coupe CAF, le tenant du titre, le Zamalek, hérite d'un groupe D, alors que l'autre finaliste
Je sais que vous connaissez ce dernier finaliste. Il s'agit de la Renaissance sportive de Berkane qui a balayé Dadje au deuxième tour préliminaire, hérite lui du groupe B avec notamment le Stade Malien. Dans les autres affiches ou dans les autres groupes, on va retrouver des équipes qui connaissent également la compétition, des équipes qui ont l'habitude de participer à cette compétition. En Ligue des Champions maintenant, la cérémonie s'est déroulée hier et elle a été présidée par deux légendes du football africain. Il s'agit du Guinéen Naby Keïta et de l'Égyptien Ahmed Fati. Les deux ont réparti les 16 équipes qualifiées en 4 groupes de 4 clubs. Le tirage a donné naissance à des affrontements prometteurs et des batailles très serrées dès les premiers tours. Le Al Ahly tenant du titre qui vise encore un nouveau trophée cette saison se retrouve dans le groupe C particulièrement relevé en compagnie du CRB Louizdad, des Orlando Pirates et des Ivoiriens du stade d'Abidjan. Dans le groupe A, on retrouve le TP Mazembe, Young Africans, le Al Hilal, MC Alger, et aussi dans le groupe D, on retrouve l'Espérance de Tunis, Pyramide, Sagrada Esperanza, le Djoliba de Bamako. Voilà ce qu'on peut dire des groupes de cette Ligue des Champions africaine qui s'annonce déjà. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Mettons 3 clubs de Bamako ou 2 deux clubs de Bamako qui... Le Stade Malien. Voilà. Et puis Djoliba, qui participe justement à cette compétition. C'est triste qu'on n'est jamais à cette étape. Les clubs béninois, ça aurait été vraiment admirable. Oui, mais il faut faire le paradoxe entre l'évolution du football sur le continent, notamment dans les pays maghrébins, et ce qui se fait au Bénin. Il y a carrément un monde. Donc il va falloir prendre son mal en patience pour les Béninois et savoir qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts actuellement qui sont en train d'être faits par les autorités pour pouvoir amener ce football à un certain niveau. Mais il va falloir patienter parce que que ce soit au niveau des Maghrébins ou des autres équipes qui sont dans le continent ou au niveau de la sous-région ouest africaine, il y a un suivi. Il y a une politique de développement du football autour. Il y a une structure. Justement, et là, après, on a les résultats. Il ne faut pas s'attendre tout de suite à avoir les résultats. Lors de la dernière assemblée générale de la Fédération béninoise de football, le président disait que si jamais les équipes béninoises se faisaient éliminer des 2 premiers tours des coupes interclubs, et que voilà, qu'il allait décider de prendre une pause de 3 ans pour les clubs béninois, histoire de permettre à ces clubs-là de bien se préparer. C'est la bonne solution, pensez-vous? Non, justement pas. Parce que pour apprendre, pour se faire une expérience de ces compétitions intercontinentales, il faut continuer à y aller. Mais là-bas, on se fait humilier. Aller encaisser, ma foi, 7 buts pour rentrer tranquillement. Ça traumatise. Oui, ça traumatise. Et on a vu les débuts de championnat avec Dadje qui ne s'est toujours pas remis de son humiliation en Coupe de la Confédération. Mais tant est qu'il faut continuer à pratiquer du football, on espère toujours que le résultat sera meilleur. Et déjà que le championnat est en train de se régulariser avec une ligue transitoire qui va peut-être aboutir, je dirais, l'année prochaine à une ligue avec un format unique de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. On va voir les clubs qui vont pouvoir mieux s'illustrer et permettre aux joueurs de mieux s'exprimer. Peut-être que ça pourrait donner beaucoup plus de chance, on ne sait jamais. Ouais. On va continuer donc à parler de football. On revient maintenant au Bénin, Maël, pour parler des Guépards qui ont démarré depuis hier à Abidjan leur regroupement sous la houlette de leur sélectionneur. 17 joueurs étaient présents. Marcel Dandinou, Mariano Tinonvi, Mohamed Tidjani, Cédric Rontondi, Rachidi Moumini, Jodel Dossou, Dodo Doku, Tamimou Woro, Steve Mouni et Rabiou Sankamao, Samadou Atidikou, Romaric Amoussou, Rodrigue Fassinou, Johan Roche, Ghislain Aoudo, Mariano Arwangbo et Imouran Hassan. Le groupe sera bientôt complété par 6 autres joueurs attendus hier soir qui ont finalement rejoint le groupe et les 2 derniers rejoindront leurs coéquipiers ce mardi même. Gernot Or s'est montré satisfait du début de ce stage. Il affirmait que les premières séances se sont déroulées dans de très bonnes conditions et que les bonnes choses avaient déjà commencé. Les joueurs qui sont là étaient en jambes et l'entraînement s'est bien passé. Concernant l'importance des matchs qui vont se jouer contre le Rwanda, le sélectionneur a déclaré que nous serons dans une semaine cruciale pour préparer ces 2 matchs très importants et nous nous mettrons vraiment au travail, histoire
de vraiment bien aborder ces rencontres. Il se dit même très à l'aise à Abidjan, qui est devenue la terre conquise des Béninois qui ont joué leur dernière rencontre en terre abidjanaise, qui a vraiment souri au Guépard. Et ils attendent également un soutien massif de la communauté béninoise qui est à Abidjan. Il a enfin souligné le retour de Mohamed Tidjani, absent lors des 2 dernières rencontres. On a vu ce que ça a donné dans le bastion défensif béninois qui a vraiment souffert. Ouais, c'est vrai que c'est un homme assez rugueux, dont on connaît les séries de cartons. On espère qu'il ne va pas nous en récolter à cette occasion. On espère vraiment que ça ne sera pas le cas lors de ces 2 journées. Il faut le dire, c'est vraiment un défenseur très rugueux. On va continuer à parler des Guépards, mais cette fois-ci des plus jeunes. On va évoquer notamment ceux des U20, le calendrier complet des phases de groupe du tournoi, notamment UFOA de la zone B de la catégorie qui se joue à Lomé a été dévoilé. Et le Bénin joue son premier match face au Ghana. Oui, le jeudi 17 octobre, les Guépards U20 feront leur entrée en liste dans la compétition face au Ghana. Ce sera à 19h au stade Kégué. Ensuite, les autres rencontres pour le Bénin, ce sera une deuxième journée qui se jouera face au pays hôte, le Togo. Ça, ce sera le dimanche 20 octobre. Ensuite, le Bénin finira par un 3e match contre le Niger. Ça, ce sera le mercredi 23 octobre 2024. Tanguy, je le disais hier, les Guépards U20 ont entamé leur stage de préparation depuis la semaine passée avec des séances intensifiées qui se poursuivent d'ailleurs cette semaine et qui vont aboutir à une sélection de joueurs avec une liste plus réduite pour permettre aux sélectionneurs de bâtir cette charpente-là qui permettra à l'équipe béninoise d'aborder cette compétition avec la plus grande sérénité. On espère qu'on aura un match test pour permettre d'évaluer aussi l'état de forme des joueurs avant le départ pour Lomé. On verra bien en tout cas ce que ça va donner avec cette sélection qui, il faut te le dire, a beaucoup travaillé. Même si vous le rappelez, il faut bien des matchs tests pour savoir un peu comment ça rôde, ça tourne très bien dans cet effectif-là. Et ce sera tout ce matin pour les informations sportives. Bonne journée Maël. Merci Tanguy, à vous aussi. Mesdames et messieurs, voici maintenant chez vous notre invité. On va prendre des nouvelles de l'université d'Abomey-Calavi et notre invité ce matin, Marius Tchomakou, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Monsieur Tchomakou, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Nous allons ensemble évoquer les sujets liés justement à l'actualité au niveau de l'université. On va parler des réformes qui sont en cours actuellement et qui vont changer certainement les habitudes chez les étudiants. On va parler des conditions des étudiants, on peut pas l'éviter. Et puis on va dire 2 mots sur le militantisme au campus qui est devenu pratiquement chose en déclin ou en décadence ou en veilleuse. Je ne sais pas trop le mot qui vous conviendra. En tout cas, on fera la discussion. On va commencer déjà par les réformes qui vont changer certainement le cours des choses au campus. Et cela commence avec déjà cette décision du rectorat qui a mis en place une plateforme pour l'inscription en ligne des étudiants. Et je pense certainement que c'est un grand soulagement. Oui, merci monsieur Tanguy. Déjà, comme vous l'avez si bien dit, c'est un grand soulagement pour la communauté étudiantine, notamment pour les étudiants, dans leur majorité. Pourquoi ? Conscient de ce que on est en train de finir déjà, avec le fil d'attente, le long fil d'attente qu'on observe à l'entame de l'année académique, où des étudiants viennent déjà à 3h, à 4h, pour pouvoir être dans le premier rang de ceux-là. Est-ce que cela continuait avant ? Ça continue. Ah oui ? C'est vrai qu'il y a de cela 1 an, la FNEP, notamment, a milité pour que le rectorat puisse procéder à une décision façon, de telle en sorte qu'il y ait une répartition, afin que les étudiants viennent faire la validation par entité. Ok, à tour de rôle. À tour de rôle, justement. Ce qui facilitait plus ou moins la validation aux étudiants. Parce qu'il y avait une grosse congestion devant les structures d'inscription. Très bien. Donc, c'est cela. Mais malgré ça, il faut reconnaître que le problème continue. Au fil des discussions, on a également proposé à ce qu'ils réfléchissent en réalité, soit de mettre la validation des inscriptions, ou même le tirage des fiches d'inscription sur une plateforme, histoire de permettre aux étudiants de ne plus se soumettre en réalité à ces difficultés. Mais le délai pour les inscriptions et surtout la qualité de connexion qu'on connaît, est-ce que vous n'avez pas peur ? D'une part, on peut estimer qu'on se pose une question de savoir comment les choses vont se passer, notamment si
les étudiants dans la majorité pourraient véritablement s'inscrire dans le délai. Il faut notifier également qu'avec la discussion que nous avons eue avec le rectorat, où nous avons donné l'assurance de ce que la plateforme ne va pas avec tout ce qui est fait pour pouvoir mettre en place cette plateforme. Il n'y aura pas grande difficulté aux étudiants afin qu'ils puissent véritablement s'inscrire sur la plateforme. Autre réforme, c'est la suppression annoncée des soutenances au niveau de la faculté des lettres, langues, arts et culture. Vous dites que c'est une bonne avancée. En quoi est-ce que c'est une avancée? C'est une avancée concernant ce que on prend la faculté des lettres, langues et communication, où majoritairement pour un étudiant qui commence la première année, où il faut prendre peut-être 5 ans, 6 ans pour pouvoir finir avec la licence, conscient de ce que, d'abord, le problème de chômage est une question véritable qui secoue en fait la vie au quotidien. Je pense que c'est quand même mieux de permettre en réalité aux étudiants de pouvoir soutenir à temps, de pouvoir finir du moins leur quitus en 3 ans, que d'attendre 4, 5 ans pour pouvoir finir. Mais est-ce que c'est la faute aux soutenances quand les étudiants vont 4 ou 5 ou 6 ans? Quand on connaît le système, quand on connaît la trajectoire, quand on sait qu'au bout de 3 ans, on doit réaliser un mémoire qu'on va présenter, pourquoi est-ce qu'on ne se prend pas très tôt et que c'est à la fin, on commence à courir dans tous les sens? Parfois, on l'abandonne parce que justement, on couvre la pitance. Vous avez fait 3 ans, par exemple, en anglais, en lettres modernes, etc., en allemand, en espagnol. Quand les étudiants finissent les 3 premières années, ils commencent à courir derrière les heures de vacation, comment on appelle, aujourd'hui. Tout à fait. En vrai, le problème n'est pas au niveau des étudiants. Et comment ça se fait? Le problème au niveau des enseignants, s'il faut le dire ainsi. Comment? Parce qu'il faut reconnaître que nous avons un problème de manque d'enseignants. Parce qu'on prend la faculté tout entière. Et le problème est beaucoup plus assez au niveau du département des lettres modernes, où dans la majorité, on n'a que 8 enseignants. Et 8 enseignants pour plus de 300-400 étudiants, où chaque enseignant peut-être va prendre en charge 50-60 étudiants, histoire de suivre en réalité la rédaction de leur mémoire. On voit déjà que ça pose problème. Ça pose problème dans ce sens que les professeurs, les enseignants n'arrivent plus à suivre de façon adéquate tout ce qui se fait pour permettre en réalité aux étudiants de vite soutenir. S'il arrivait que, conscient de ce que même les enseignants doivent au même moment donner le cours à l'université d'Abomey-Calavi, donner le cours à Parakou et même à l'UNS de Porto-Novo, lorsqu'on prend les enseignants de lettres modernes. Donc, ils n'arrivent plus véritablement à donner tout ce qu'il faut pour que les étudiants puissent le plus vite que possible soutenir. Et face à ça, nous autres en tant qu'organisation estudiantine, notre but, notre leitmotiv, notre intérêt, c'est faire en sorte que les étudiants, dans leur généralité, puissent avoir satisfaction, puissent quand même vite finir leur quitus et évoluer. Ah ben, est-ce que ça ne va pas baisser justement la qualité ou le niveau même des étudiants qui finissent avec une licence? Parce que c'est quand même une épreuve qui permet de rehausser un peu la qualité, le niveau de l'apprenant pour obtenir son diplôme. S'il faut juste faire un petit rapport et passer à autre chose, c'est trop facile ça, non? Je ne dis pas que c'est trop facile. Conscient que c'est vrai que ce n'est pas à nous autres étudiants de dicter la méthode que va suivre en réalité l'enseignant, l'enseignement du moins. Mais si l'autorité également, à un niveau donné, a reconnu et a jugé bon de faciliter les choses en supprimant la soutenance au niveau de la FLAC. Oui, mais vous-même, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous aviez évoqué justement, je dois dire, l'exigence du marché de l'emploi. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à la fin, vous soyez en face d'un marché qui vous demande un niveau que vous n'avez pas, alors que vous avez juste le diplôme? Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur en ce sens qu'en 3 ans, nous arrivons à accueillir le minimum. Et d'autant plus qu'il y aura déjà un rapport de travail qu'il faudra donc proposer, qu'il faudra soumettre en réalité aux enseignants afin qu'ils puissent également évaluer. Et pour ça, le problème ne se pose pas. Ça va juste tout simplement faciliter en réalité les choses. En dépit des conditions d'évaluation, de composition qu'on connaît, les affaires de triche, etc. Il y a eu des cas qui quand même ont éclaté, ou à la dernière minute on a changé des épreuves, etc. Dans toutes ces conditions, vous pensez vraiment que vous aurez un bon niveau à la fin? Oui, je pense qu'on aura un bon niveau. On aura un bon niveau. Conscient de ce que lorsqu'on prend déjà tout ce qui se fait. Il faut reconnaître également que le problème est beaucoup plus profond. C'est tout un problème relatif en réalité au système LMD, qui en réalité ne favorise pas l'accélération des choses au niveau des étudiants également. Parce qu'on ne peut pas rester tout le temps à perdre 4, 5 ans, 6 ans pour pouvoir avoir une seule licence. Conscient de ce que lorsqu'on prend nos camarades qui ont les moyens et qui sont dans les écoles, ça va finir en 3 ans de façon respective. Donc le problème, on ne va pas regarder en réalité l'aspect là uniquement pour pouvoir rester là à perdre tout le temps. Il faut également évoluer pour pouvoir permettre aux étudiants de finir
le plus vite possible. On va changer d'axe à nos discussions. On va passer maintenant aux conditions des étudiants. Que se passe-t-il avec le transport? On ne voit plus les bus en circulation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le transport, cette question, c'est une question vraiment pertinente. En tout sens que le transport aujourd'hui est pratiquement mort, je vais dire. C'est vrai, il faut reconnaître que si le transport a pris ce coup, c'est suite à certaines situations, notamment des situations relatives au bus qui prenait feu à des moments donnés, où Madame la ministre a sorti une note pour pouvoir succéder à tout ça d'abord. C'est vrai que dans cette circonstance, c'était la meilleure des décisions à prendre, et tout en regardant la psychose de l'événement que nous avons connu à Dassa, où tout le monde s'affolait. Toutefois, il faut reconnaître que quelque chose est en train d'être fait. Ah oui, qu'est-ce qui se fait? Ce qui se fait déjà, c'est qu'il y a de nouveaux bus qui sont en cours. On l'a annoncé, je crois, il y a depuis le temps de mon arrière-grand-père, hein, et je ne le vois pas. Je pense que c'est effectif. Vous les avez vus, vous? Je ne dirais pas que je l'ai vu, mais c'est vrai que récemment, il y a cela une semaine. Et même encore le vendredi prochain, nous avons encore une séance au ministère par rapport à cette situation toujours, avec Madame la ministre. Parce que les étudiants, ils souffrent pour se déplacer depuis. Oui, et on a l'impression que les responsables étudiants, ils s'en foutent pas mal, parce que peut-être vous êtes dans de bonnes conditions pour vous déplacer. Du tout pas. Nous y travaillons fortement. Nous y travaillons tous les jours que Dieu fait pour pouvoir améliorer, parce que nous sommes conscients de l'importance du volet de transport dans la vie estudiantine, dans la vie de nos camarades étudiants. Et ça nous amène tous les jours que Dieu fait à mener des actions, à échanger avec les autorités pour que nous puissions déclencher en réalité cette situation. Et vous ont donné un délai au ministère pour avoir les bus? Oui, il y a un délai. Je ne vais pas me permettre de le dire. Pourquoi? Ici. C'est quoi? C'est pour les couvents? Non, du tout pas. Mais pour ne pas... Bon, c'est au cas où ce délai ne serait pas respecté. Je ne pense pas que ça soit là. Et le contexte des cours sur briques dans des amphis bondés avec des chaleurs suffocantes, ça a changé un peu? Ça n'a rien changé. Ah oui? Rien n'a changé. Bien au contraire, les trucs se dégradent tous les jours que Dieu fait. Il faut reconnaître que depuis l'avènement de la rupture, notamment du gouvernement du président Patrice Talon, aucun amphithéâtre n'a été construit à l'université d'Abomey-Calavi pour pouvoir faciliter l'assimilation des cours, pour pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir suivre les cours dans de bonnes conditions. Aucun. On prend l'exemple de l'amphi B1000 qui a été fermé il y a de cela 2 ans pratiquement, où pour une question de toiture, l'amphi est resté là, juste là, fermé. On a essayé de mener des démarches, tantôt c'est ci, tantôt c'est ça. Vous n'avez pas compris pourquoi, à part la toiture, et quand est-ce que la toiture sera réparée? On ne vous a pas dit? Non. Bon, après les discussions, ça fait que c'est une agence en réalité qui devrait s'en occuper. Mais malgré les démarches, malgré tout ce qui se fait, toujours est-il que la situation reste telle. Tout comme toi, nous continuons quand même à mettre tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir déclencher. Oui, mais tout cela ne vous plaît pas, mais on ne vous entend pas. On a l'impression que vous vous accommodez, que ça vous plaît très bien en réalité. Du tout pas. Ça ne nous plaît pas. Et nous faisons l'effort de nous faire entendre. Comment ça? C'est justement pourquoi je voudrais également vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez déjà de nous faire entendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes plus du moins dans la dynamique de crier trop, de crier oh. Mais de façon silencieuse, nous menons pas mal de démarches envers les autorités, histoire de porter la voix de nos camarades étudiants, de leur montrer combien de fois il est important que ces questions soient des questions qui soient véritablement évacuées. Dans nos échanges hier, pour préparer cette émission, vous aviez souligné ce volet qui marche très bien, tout au moins, la restauration. Apparemment, les plats, ils sont bien garnis, ils sont bien gras et surtout bien fumants aux heures et aux rendez-vous indiqués. Je ne dirais pas que les plats sont bien garnis, mais c'est bien le contraire. Ah oui? Oui, c'est bien le contraire. Pourtant, vous m'aviez dit hier que c'est le volet qui marche très bien. Non, c'est pas ce que je disais, mais c'est le volet qui marche plus ou moins. Plus ou moins? Plus ou moins. Ah d'accord. Plus ou moins. Sinon, il faut reconnaître que lorsqu'on prend le volet social dans la majorité, ce n'est pas la peine. Même si lorsqu'on prend les plats actuels, c'est 2 fois moins de ce que les étudiants prenaient il y a de cela 3-4 ans. Oui, et la vie devient chère, et c'est bien normal. Et vous devenez un peu plus nombreux chaque année. Ça doit peser lourdement dans la balance. Ça doit véritablement pas peser dans la balance. Pourquoi? Conscient de ce que notre chef de l'État a haut et fort notifié que cette mandature notamment sera une mandature qui va
beaucoup plus être axé sur le social. Du rehaussement social. Justement. Oui. Ce n'est pas ce que nous observons. De façon via le Calavi, où, sans prendre le course, le repas sera servi pour un temps donné, où il y aura des situations de part et d'autre, des situations relatives à la prestation des marchés, des trucs comme ça, qui ne permet, surtout pas aux étudiants, de pouvoir rester, de pouvoir vivre véritablement ce social-là. Un bon moment. La question d'hébergement c'est également une question terrible, comme je vous l'ai dit. Comment ça Tout ça dit à rapport au social. Et de façon viale, le Calavi, ça ne marche surtout pas. Les bâtiments sont... La vétusté des bâtiments sont de façon logique. On prend tous les bâtiments de résidences universitaires, sans les bâtiments qui ont été détruits, parlant de KISS et autres. Ces bâtiments doivent en réalité contenir près de 2008 étudiants. Mais aujourd'hui, avec les bâtiments détruits, il faut peut-être constater que c'est à peine qu'on arrive à héberger 1500 étudiants. Pourquoi? Parce que c'est mal réparti? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas parce que c'est mal réparti, c'est parce que certains bâtiments ont été détruits. Okay. Et le gouvernement, l'État n'a pas juste là. Il n'y a plus d'espace au campus pour construire des bâtiments. Il y a toujours d'espace. Ah oui? Il y a toujours d'espace sur le campus pour pouvoir construire de nouveaux bâtiments pour les classes étudiants. Donc, allez, le troisième volet de nos échanges à la vie militante au campus, on va aborder justement cet aspect-là. On ne vous entend plus. Vous aviez dit qu'il y a une meilleure façon désormais de se faire entendre, que le gros bruit n'est plus bien. Apparemment, vous êtes fatigué, ou bien c'est la galère qu'on vous a imposée en supprimant vos subventions qui vous fait voir un peu moins clair dans la réalité des choses. Il faut comprendre que ça fait partie, c'est un pan de la réalité que nous vivons aujourd'hui. La suppression de ces subventions, où on prend les organisations étudiantines dans leur majorité, ne bénéficient plus de l'accompagnement du gouvernement, de l'État, histoire de pouvoir véritablement vivre en réalité, pouvoir s'organiser entre eux pour une meilleure condition. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Vous voulez militer, faire entre griffes du syndicalisme, vous attendez que celui contre qui vous allez faire ce syndicalisme vous envoie de l'argent. Ce n'est pas paradoxal? Non, il n'y a rien de paradoxal. Il faut cotiser entre vous, non? Et nous ne manquons pas de le faire. Nous ne manquons pas de le faire. Et tout ce que nous faisons depuis un bon moment, c'est de nos propres efforts, de nos propres fonds que nous arrivons à faire en sorte pour que les organisations étudiantes en réalité puissent continuer à vivre. Il faut revenir sur la question de militantisme dans le monde universitaire. On vit aujourd'hui que les trois organisations n'existent pratiquement plus, en tout cas elles sont à faune. Et en plus de ça, elles se livrent à une guerre fratricide interne qui ne dit pas son nom. Je pense que quand même, depuis les années antérieures, notamment l'année passée, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la relation entre organisations étudiantines. Si on parle de la FNEB et des autres organisations sœurs, il y a une relation vraiment adéquate, une relation fluide qui permet en réalité d'avoir des échanges pour le bien-être de nos conditions. Vous échangez avec l'UNEB ou avec l'UNCER? Oui, toujours. Sérieusement? Toujours. On n'est plus en concurrence et la guerre permanente et éternelle où quand quelqu'un lance un mouvement, l'autre est là pour casser et vendre les mèches? Non, du tout pas. Du tout pas. Parce qu'au-delà de tout, on est tous conscients que c'est l'union qui fait la force. Et c'est ensemble que nous pourrons véritablement porter la voix de nos camarades. Est-ce que vous avez créé un creuset pour souvent discuter? Oui, tout à officiellement? Fait. Officiellement. Et ça marche comment? Vous vous êtes vu la dernière fois quand? On s'est vu le mercredi passé, le mercredi de la semaine passée. On va même se voir hier, mais faute d'une dernière situation inattendue, on ne s'était plus vu. Ça ne manque pas de se voir pour échanger, pour pouvoir décider. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la FNEB qui porte la voix de toutes ces organisations-là, étant la seule organisation étudiantine la plus représentative. C'est la FNEB qui porte la voix de tout cela. Nous ne manquons pas à chaque occasion quand même d'aller vers eux, d'échanger avec eux, pour pouvoir prendre leur avis sur certaines questions importantes pour la vie de nos camarades étudiants. Les entités spécialisées affiliées aux différentes organisations, parlons-en, ont été, ma foi, pour la plupart, dissoutes. Je parlais par exemple de la police, du code et toutes les autres choses. Vous avez même au niveau de la FNEB, quelque chose que vous aviez appelé état-major, avec sa violence émue parfois sur les usagers du campus. Quand j'évoque tout ça, c'est de vieux souvenirs nostalgiques pour vous. C'est du vieux souvenir vraiment. Il faut l'avouer que là maintenant, les choses ont changé. Il y a eu beaucoup de progression, où il n'y a plus de cette situation en réalité qui anime la vie des étudiants
sur le campus. Mais comment organisez-vous alors l'ordre et la discipline sur le campus entre vous étudiants? Face à toute situation, face à chaque situation de la vie, il y a toujours des solutions. Et déjà que lorsqu'on prend la FNEP, qui est une organisation étudiantine bien structurée, où déjà nous avons des dénombrements, notamment parlant des bureaux d'union d'identité, des institutions spécialisées, qui font un travail impeccable déjà à la base pour pouvoir dicter, pour pouvoir donner la ligne, la conduite à suivre en réalité à nos militants à la base pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que les choses puissent bien se passer. Il faut noter que là tout de suite, nous essayons quand même de faire le minimum, le maximum de moins pour qu'il n'y ait plus de tapage et autres. Et conscient de ce que la force en réalité de la FNEP ne se trouvait pas dans l'état-major? Non, je ne dis pas dans l'état-major, mais dans le bruit, dans tout ce qui se faisait. Oui, sérieusement, mais on a connu la FNEP pour ça, essentiellement. Les grandes grèves, les casses, les procès sortis, manu militari de leur cours, etc., violentés parfois, etc. On a vu ça, hein? Oui, on a connu cette situation. Et c'était pour de bonnes causes, de bonnes guerres. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on prend une organisation étudiantine, c'est après tout une organisation syndicale qui a pour but en réalité de défendre les camarades étudiants. Et quand ça ne marche pas, quand nous optons pour la voie diplomatique, quand à un moment donné ça ne marche pas, il va falloir quand même hausser le ton pour pouvoir dire non. Mais vous dites que maintenant que vous ne faites plus ça, que ça marche, les voies diplomatiques. Comment vous faites? Je ne dis pas que nous ne faisons plus ça. En réalité, nous prenons tout le temps, nous prenons tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut quand même, pour pouvoir échanger avec l'autorité, pour pouvoir leur montrer combien de fois c'est important. Et juste là, nous faisons le maximum. Lorsqu'on prend même le coup, ça, c'est nous échangeons avec eux pour pouvoir leur montrer combien c'est important. Lorsqu'on prend le volet social, lorsqu'on parle des résidences universitaires, lorsqu'on parle du volet du transport, il faudrait qu'à un moment donné, qu'un délai, on leur a donné un délai aussi. Il faudrait que jusqu'à ce délai, que ça puisse changer. Au cas où ça ne changeait pas, nous allons prendre notre disposition. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans les amphis et taper les professeurs? Non, la FNEP n'a jamais tapé des enseignants. Jamais. Mais vos camarades étudiants? Jamais. Ah oui, sérieusement? Non, jamais. Pourtant, certains sont sortis avec le dos endolori, les bras parfois traumatisés. Non, ce n'est pas la FNEP. La FNEP n'a jamais. Oui, il n'y aura pas de responsable, ça c'est clair, dans ce cas précisément. Marius Tchomakou, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, merci d'être venu. Un mot pour finir? Un mot, c'est déjà pour vous remercier et profiter également de l'occasion pour inviter, pour lancer un appel à l'autorité, à toutes les autorités, notamment en parlant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au président de la République, afin qu'il puisse penser à Louisa Mekalavi, afin qu'il puisse penser aux étudiants dans leur majorité. Parce que tout porte à croire que les étudiants ou l'éducation au niveau de l'université est rangée aux oubliettes. C'est mon appel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Marius Tchomakou, je rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Vous êtes venu sur l'Actu Matin pour évoquer un peu avec nous l'actualité au niveau donc de l'université. Merci d'être passé par ici. Merci. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, tout à l'heure, on aura notre rendez-vous de débat. Ce sera justement pour discuter autour de la question de la francophonie. Vous rappelez certainement, l'actualité a évoqué ce week-end le 19e sommet de la francophonie, de l'organisation, donc les dirigeants dans le monde. Il y a un partage, je dois dire, la langue française se sont réunis notamment en France pour échanger sur l'organisation, l'institution et son destin, son devenir. On dira 2 mots à ce propos. On parlera d'abord de la langue, ce qu'elle devient, ce qu'elle apporte au peuple qui parle de cette langue-là, qui parle cette langue-là. Et puis on parlera aussi de l'institution elle-même en tant qu'élément dans l'univers institutionnel, organisationnel en Afrique, sous les tropiques. Qu'est-ce que cela peut apporter, notamment aux pays africains, surtout qui traversent des situations assez compliquées et difficiles, les violences et les difficultés entre pays. Je vous rappelle que la RDC continue de se plaindre du Rwanda et des incursions de ces forces armées. Je ne vous rappelle pas la situation entre le Niger, le Bénin, le Nigeria aussi entre-temps. Qu'est-ce que l'organisation pourrait faire dans ces genres de situations? Qu'est-ce qu'elle fait quand il s'agit de crises, notamment institutionnelles et politiques, nées des questions liées aux révisions constitutionnelles accouchant de 3e mandat et autres, de coups d'État et autres? Voilà les sujets qu'on va évoquer lors de nos débats. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va vous faire le point, je dois dire, de l'actualité santé avec la spécialiste ce matin qui va s'intéresser au cancer du sein. Nous sommes
pendant le mois d'octobre. Et justement, le mois est consacré à cela. Elle est bien installée déjà. Voici la transition pour parler santé. On l'appelle octobre rose. Quelques difficultés à articuler ce matin. Octobre rose ce matin. Et justement, quand on dit octobre rose, il s'agit justement de ce mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. On va en parler ce matin avec Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Nous sommes donc dans le mois d'octobre dédié au cancer du sein, raison pour laquelle on en parle ce matin, on parle d'octobre rose. Vous nous présentez alors brièvement ce que c'est que le cancer du sein ce matin. Exactement Tanguy, le cancer du sein est l'un des maux les plus craints par les femmes et il attaque et tue un nombre non moins considérable de femmes par an. Nous allons suivre cet élément qui présente brièvement le cancer du sein et qui donne quelques statistiques de l'année 2022. Maladie. Caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs, le cancer du sein peut être mortel. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. En 2022, le cancer du sein a provoqué 670 000 décès dans le monde, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, sur 2,3 millions de cas enregistrés. Présent dans tous les pays, le cancer du sein touche les femmes de tout âge à partir de la puberté, mais son incidence croît à mesure que l'âge avance. Environ la moitié des cancers du sein apparaissent chez des femmes qui ne présentent aucun facteur de risque spécifique autre que le sexe et l'âge. Les estimations mondiales révèlent des inégalités frappantes en matière de charge du cancer du sein en fonction du développement humain. Par exemple, dans les pays où l'indice de développement humain, IDH, est très élevé, une femme sur 12 reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 111 en meurt. En revanche, dans les pays à faible IDH, si seule une femme sur 27 reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, une femme sur 48 en meurt. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, une initiative est engagée afin de réduire la mortalité que provoque la maladie de 2,5% par an et d'éviter ainsi 2,5 millions de décès par ce type de cancer entre 2020 et 2040 dans le monde. Une baisse annuelle de 2,5% permettrait d'éviter 25% des décès par cancer du sein d'ici à 2030 chez les femmes de moins de 70 ans et 40% d'ici à 2040. La réalisation de ces objectifs reposant sur 3 piliers, à savoir la promotion de la santé en vue d'une détection précoce, un diagnostic rapide et une prise en charge complète du cancer du sein. Voilà, Tanguy, présenter brièvement les statistiques de 2022 sur le cancer du sein. On retient que ce cancer attaque essentiellement les femmes, mais les hommes n'en sont pas privés. Les hommes également peuvent développer un cancer du sein. C'est curieux ça. Hein? Exactement. Même si c'est très rare, quelques hommes peuvent en développer. Alors, nous allons parler des facteurs de risque du cancer du sein. Il faut dire déjà qu'il y a l'âge, parce qu'on en a parlé. De la puberté jusqu'à 40, 50, 60 ans, on est exposé à ce cancer du sein quand on est femme. Parce qu'il y a également le facteur sexe. Une femme est plus exposée à un cancer du sein qu'un homme. Il y a des antécédents familiaux, avoir des membres de la famille proche qui ont eu un cancer, parce que c'est également génétique. Donc, quand il y a un membre de la famille qui a eu un cancer du sein, il faut faire très attention. Voilà, c'est possible qu'on ait également à développer ce cancer. Donc, raison pour laquelle il faut faire l'autopalpation. Il faut consulter fréquemment pour savoir ce qu'il en est. Nous allons parler également du facteur alimentation. Parce que quand on est obèse, on est également sujet à développer le cancer du sein. Quand on mange trop gras, quand on prend de l'alcool, parce que l'alcool et la cigarette sont également des facteurs de risque du cancer du sein. Les hormones, une exposition prolongée aux œstrogènes, par exemple à travers une thérapie hormonale ou des cycles menstruels trop prolongés peuvent également créer le cancer du sein. La radiothérapie, avoir subi une radiothérapie surtout au niveau de la poitrine,
peut également exposer au cancer du sein, c'est-à-dire que les ondes sont plus favorables à faire développer ce cancer au niveau de la femme que toute autre chose. Donc, voilà un peu résumé les facteurs de risque du cancer du sein. Et ce qu'on conseille, ce que les médecins conseillent vivement, c'est l'autopalpation des seins. C'est-à-dire mettre la main, le bras droit en l'air, diviser les seins en 4 et palper chaque 4 parties comme une horloge. Donc, faire le tour des 4 parties et voir s'il y a des grumeaux qui se forment, s'il y a une boule quelque part, et consulter immédiatement. Donc, Tanguy, on va pas trop discourir ce matin. On aura le temps de revenir sur le cancer du sein mardi prochain. On va aller plus en profondeur de cette maladie parce que le mois d'octobre est consacré à la lutte contre cette maladie qui tue énormément de femmes. Mais nous allons rappeler aux hommes également que le mois de novembre leur est consacré parce qu'on parlera de novembre bleu contre le cancer de la prostate. Ah tiens, et pourquoi c'est bleu? Pourquoi ici c'est rose? Ici c'est rose parce que la couleur rose fait allusion à la femme, comme d'habitude, et la couleur bleue, quand on pense directement aux hommes, parce que quand on est enceinte, on veut faire la layette. Quand c'est rose, c'est une fille. Quand c'est bleu, c'est un garçon. Ah d'accord, voilà. Donc on fait la liaison. Voilà. Merci beaucoup à vous, Esther, pour ce mot. Je rappelle qu'on va parler encore du cancer du sein mardi prochain. Exactement. Si on avait un peu de chance, certainement, on aura des témoignages par ici pour partager l'expérience avec nous, l'expérience de la vie assez douloureuse et difficile, faut-il dire, d'être proche d'un parent qui a souffert qui a souffert de cancer de sein ou d'être aussi victime de cette maladie par le passé. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, si vous jetez un coup d'œil à votre horloge à la maison, vous verrez certainement, en tout cas si vous êtes à Cotonou ou quelque part sur l'ensemble du territoire national du Bénin, vous verrez qu'il est 8 heures passées de 4 minutes. Je vous propose qu'on souffle maintenant. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes de procédure. Oui, nous devons voilà. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes
pouvez aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix. On n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Nous voici de retour pour discuter de la francophonie et de ce qu'elle apporte aux peuples africains aujourd'hui. Je rappelle qu'on aura 3 axes de discussion. On va penser à la francophonie en tant qu'organisation de partage de la langue française. On va parler aussi de la francophonie en tant qu'élément, notamment de promotion culturelle entre les peuples qui partagent cette langue-là. Et puis on va parler de francophonie en tant qu'institution politique, faut-il le dire, face aux différentes crises qui secouent le continent. William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. La francophonie en tant que langue, parlons-en. Nous parlons français depuis, ma foi, je sais plutôt quand on a été colonisé. Nous essayons en tout cas de nous débrouiller en français. Est-ce que véritablement ça nous a apporté quelque chose, Ulrich? Ouais, ça nous a, ça nous a apporté beaucoup. Déjà, comme vous l'avez dit, la francophonie en tant que langue, vous êtes né. Vous avez fait la maternelle, vous avez fait, bon, si vous avez fait l'autre école, peut-être que vous avez fait, comment on appelle ça, auditeur libre. Ah ben voilà. Vous avez eu le temps d'écouter les pères parler ou bien articuler la langue de Molière pendant des années. Vous l'avez fait au primaire, vous l'avez fait au secondaire, vous l'avez fait également à l'université. Et aujourd'hui, dans votre profession, vous continuez justement d'articuler cette langue, de la pratiquer, de l'utiliser dans tout ce que vous faites. Est-ce que ça va apporter quelque chose? D'abord, la langue, dans tout pays ou dans la fonctionnalité, elle reste universelle et reste indispensable, puisque quand vous voulez faire les mathématiques, c'est dans une langue. Quand vous voulez faire la science, c'est dans une langue. Quand vous voulez faire n'importe quelle matière, c'est dans une langue. Et maintenant, ici, pour le cas du Bénin, si nous prenons du Bénin ou de l'Afrique francophone, il faut dire que déjà avec la colonisation, où les pays, surtout francophones, là on les appelait les colonies françaises, les colonies africaines françaises, qui très vite ont eu le temps de bâtir un socle dans cette langue-là. Aujourd'hui, vous devez comprendre que nous avons connu des gens qui ont émergé à travers cette langue-là, qui parlent et développent des concepts à travers cette langue. Je rends hommage à Léopold Sédar Senghor et bien d'autres encore, même Albert Thévo-Edré qui est avec nous, qui est notre compatriote, qui, quand il articule, quand il fait ses analyses, ses réflexions, vous avez de la matière. Donc, c'est dans une langue que cela se fait. Donc, la langue reste transversale. Et maintenant, revenons au français en bonne et due forme. Le français, aujourd'hui, est-ce que ça nous a apporté quelque chose? Oui, ça nous a apporté. Ça nous a apporté quoi? Ça nous a permis au moins de faire tout ce que nous faisons, tel que je l'ai cité, en français. Maintenant, reste à savoir si nous ne pourrions pas faire mieux. Voilà. Oui, William, est-ce que fondamentalement, le français, il nous a apporté quelque chose depuis qu'on le parle? Oui, le français nous a permis de nous mondialiser. Vous savez, chaque dialecte chez nous a le nombre de locuteurs que vous connaissez. Ça ne va pas au-delà. Il y en a que vous retrouvez sur toute l'étendue du territoire, mais il y en a que vous ne retrouvez que dans leur coin. Et maintenant, même les langues que nous retrouvons partout sur l'étendue du territoire national, il arrive bien que juste à côté au Nigeria, il y a des langues qui ne sont pas comprises. Nous ne pouvons pas communiquer avec nos frères nigérians, avec certaines langues. Il y a des langues qui ne nous permettent pas de discuter avec les Togolais, de discuter avec les Gourmachés au Burkina, au nord Niger. Donc, s'il y a une langue grâce à laquelle nous discutons au moins avec 3 voisins autour de nous, à part nos dialectes qui sont connus de ces milieux, s'il y a une langue qui nous permet de nous ouvrir aux autres pays de l'UEMOA pour parler grâce à eux
économie, finance et monnaie, s'il y a une langue qui nous permet, nous-mêmes, en tant qu'Africains, de pouvoir parler avec le reste de l'Afrique, avec les Maghrébins, parler avec les gens de l'Afrique centrale, s'ouvrir sur l'Europe occidentale, ensuite s'ouvrir sur le reste des continents. Bref, nous parlons avec tous ceux qui parlent français. Dieu seul sait qu'ils sont 321 millions aujourd'hui sur les 5 continents. C'est un élément qui travaille à nous rendre transversales. Ça nous permet de surpasser les barrières territoriales, surpasser les barrières raciales, les barrières géographiques aussi. Je fais la petite nuance entre territoire et géographie. C'est un élément qui nous permet d'embarquer dans le même mouvement, côté linguistique et culturel. Mais est-ce qu'il est toujours dans le même état, le français, tel que vous l'aviez connu par le passé? Pas du tout. Pas du tout. La langue, on parle de langue vivante. Pourquoi? Parce que la langue est en perpétuel mouvement. Une langue se vit. Donc aujourd'hui, le français dans sa vie connaît des fluctuations. Est-ce qu'il vit beaucoup plus? Oui, je dirais qu'il s'enrichit davantage. Vous avez vu les travaux de Villers-Cotterêts en France par rapport à la francophonie, au sommet de la francophonie. Vous voyez combien il est enrichi de part et d'autre, les académies parallèles, tout ce que nous avons découvert de nouveau. Donc la langue s'enrichit du point de vue des richesses des territoires où elle s'est exportée, cette langue. De même, elle est en train de s'amenuiser aussi chez des gens, chez une génération qui pense qu'on ne réussit plus sa vie à manier très facilement la langue de Molière, à impressionner de grandes foules, à jouer les grands éloquents. Ce n'est plus la chose qui impressionne le plus. C'est à notre siècle, nous sommes à une époque où ce sont les innovations, les technologies, et même à la francophonie, on a dû ramener les technologies au centre des débats. Ulrich, est-ce que le français va mieux hier qu'aujourd'hui ou moins mal? Moi, je dirais plutôt que le français va moins qu'hier. Aujourd'hui, le français se présente dans une sphère dans laquelle il a perdu un peu de son poids. Je m'explique. Autrefois, compte tenu des colonies françaises, compte tenu de tous ces pays, parce qu'une langue, d'abord, c'est la densité de la population qui parle, qui exprime cette langue-là. Donc, il y a cette démographie qui joue. L'autre aspect aussi, il y a le poids politique qui influence aussi, et économique bien évidemment. Donc, à un moment donné, vous allez remarquer que le français qui était vraiment beaucoup plus contenu, parce qu'au moment où on parlait de la ville lumière, et Paris était carrément la ville que le monde entier voulait découvrir. Beaucoup de personnes apprenaient le français, beaucoup de personnes allaient beaucoup plus vers la langue française. Mais avec le temps, on a senti que l'anglais a très rapidement pris le pas sur toutes les langues, et à cause de la puissance des États-Unis et d'autres pays occidentaux émergents anglophones. Donc très rapidement, l'anglais a commencé par prendre le pas. Le français continuait de l'étalonner pendant un moment jusqu'à un moment où on a senti la latinisation des États-Unis, où beaucoup plus les Mexicains vont aux États-Unis et travaillent dans les foyers, dans les ménages et dans les structures. Et aujourd'hui, l'espagnol est en train de se repositionner beaucoup plus en avance par rapport aux Français. Et maintenant, nous n'allons pas oublier l'arabe qui, à travers aussi, on connaît, même si parfois c'est tristement célèbre, s'est imposé aussi au monde entier. Donc aujourd'hui, le français qui était beaucoup plus en pole position a perdu un peu du poids sur le plan diplomatique, sur le plan international. Maintenant, quand vous regardez, je reviens encore à l'Afrique, quand vous regardez beaucoup de pays africains qui jettent un coup d'œil à leurs voisins anglophones, ils estiment que le français ne leur a pas autant apporté que l'anglais chez eux. Et vous allez voir aujourd'hui beaucoup de jeunes français, beaucoup de jeunes francophones du moins, quand ils finissent l'université, ou même à l'université, au lieu de rester dans le carcan francophone, ils estiment que pour avoir beaucoup plus d'atouts à l'international, outre le français, il faut aller vers l'anglais et les autres langues. Alors, c'est vrai que c'est quand même une langue qui a traversé le temps et les espaces aussi, hein. Mais est-ce qu'elle représente aujourd'hui des enjeux? Quand on voit un peu comment le monde évolue aujourd'hui, Franck, bonjour. Eric, bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, le français est encore un enjeu, William, aujourd'hui?
le français est un enjeu pour tous les pays francophones. Et même au-delà des pays francophones. Vous savez, à la francophonie, j'ai entendu une phrase que je n'ai peut-être pas eu le temps de vérifier, c'est que dans le monde des affaires et au plan international, le français est la 3e langue la plus parlée. Quand je fais le ratio, nous sommes désormais 8 milliards sur la planète, 321 millions parlent une langue qu'on trouve 3e dans les affaires. Pour moi, ça m'allait légèrement paradoxal. Je me demande, et les langues comme l'espagnol, qui sont présentes non seulement sur... qui sont naturellement en ascension. Il n'y a qu'en Afrique, parce que les lusophones ont peu colonisé l'Afrique, qu'il y a moins de locuteurs de la langue espagnole ou du portugais. Sinon, outre-Méditerranée, attention, ce sont des langues largement parlées. Quand vous parlez de l'arabe, par exemple, qui, grâce à la religion, a fait une percée terrible. L'anglais, n'en parlons pas, c'est une langue internationale. Avant même l'hégémonie des États-Unis, au début du XXe siècle, bien avant, le maître du monde, c'était l'Angleterre, sinon le Royaume-Uni, plus exactement. Donc, quand on me dit que le français rivalise avec ces grandes langues, je prends peur. Mais je dis que dans l'espace francophone, le français s'impose davantage, quoi qu'on dise, quel que soit le poids d'anglais, quel que soit le poids de l'anglais, la propension, l'évolution, la progression des autres langues. C'est un enjeu aussi parce que sous le couvert de la langue, il y a, et on y viendra, il y a beaucoup de facteurs politiques et diplomatiques. Écoutez le discours de Macron à Villers-Cotterêts. Derrière le français, il y a une grande dynamique. Il y a des dynamiques coloniales qui demeurent. Pour moi, le franc CFA ne serait pas la sève de cette France-Afrique si le français ne nous liait pas autant ou si nous n'avions pas les mécanismes. On va en parler tout à l'heure, mais observons déjà ce que la langue elle-même nous apporte. Aujourd'hui, c'est quand même un enjeu, comme vous le dites, c'est aussi un héritage à la fois pour les pays francophones en Afrique. C'est beaucoup de bagages parce que quand on parle de langue, c'est en même temps beaucoup d'éléments culturels que cela charrie. C'est une façon de former, une façon de façonner, pour me répéter un peu, l'individu. Alors, c'est beaucoup d'histoires, etc. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire de cet héritage-là, Franck? Faut-il le jeter? Faut-il s'en accommoder? Faut-il vraiment l'ignorer? Parce que le riche l'a notifié tout à l'heure, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'anglais maintenant. Et en Afrique, on pense fondamentalement que c'était une grosse injustice de l'histoire que d'avoir été colonisé par la France. Oui, même les Français, quand vous écoutez le discours aujourd'hui, on dit que c'est dans une diversité culturelle que le français continue d'évoluer aujourd'hui. Et lorsque vous avez vu que même l'organisation de la francophonie, fut une invention des écrivains qui n'étaient même pas à l'origine français. Je veux parler de Sédar Senghor, je veux parler de Abdou Diouf et les autres pères fondateurs de cette organisation n'étaient même pas français. Ça veut dire que en son temps, les gens croyaient beaucoup plus à la langue française. On y croyait, on croyait que c'est une langue qui peut nous amener véritablement au développement. Et donc, pour tout le travail qui a été fait et dont nous avons hérité aujourd'hui, eh bien, je pense que on doit travailler à perpétuer cela, à bien garder l'héritage, mais tout en évoluant dans un monde. Aujourd'hui, vous voyez, on dit que le monde est un gros village. L'anglais a sa place, l'anglais qui évolue, qui veut damer le pion aux Français, qui lui a damé le pion. Et donc, moi, je pense qu'il faut maintenir cet héritage-là, mais ne pas refuser de s'ouvrir au monde, parce que vous évoluez avec votre français, avec le français dans le monde du commerce aujourd'hui, vous vous trouvez heurté un peu aux barrières en matière de la langue anglaise, puisque beaucoup d'échanges, les échanges se font pratiquement en anglais dans le monde commercial et sous d'autres cieux, et donc maintenir l'héritage, mais tout en s'ouvrant au reste du monde. Et Eric, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je pense que même si les chiffres sont un peu éloquents, je vois une langue menacée. 88 États membres pour ce qui est donc de cette organisation, 321 millions de francophones dans le monde, 150 millions d'apprenants et 4e langue la plus parlée sur Internet. Aujourd'hui, nous savons que
l'anglais a pris le pas. Je pense même qu'à l'occasion de ce sommet, la secrétaire générale a rapidement ouvert une parenthèse. La langue française n'est pas en concurrence avec l'anglais. Mais nous savons aujourd'hui que c'est une réalité. Vous faites un voyage aujourd'hui, vous finissez de faire vos formalités à l'aéroport. Dès que vous mettez pied dans l'avion, le français arrête d'exister. On vous parle anglais jusqu'à votre destination. Presque. Et donc, on vous parle français. Et voilà. Et donc je ne aujourd'hui, peux pas imaginer que... J'aime bien cette image-là que Eric donne parce que ça me rappelle une des anecdotes. On était sur un vent ensemble et l'hôtel se présente devant Eric et il dit chicken or beef. Il me dit il dit quoi là? C'est pour vous faire... Non, vous n'allez pas dire que Eric ne comprend pas anglais. Il comprend très bien l'anglais. Très bien anglais. Mais en fait, c'est l'accent. Vous savez, ici, la célérité, l'intonation, justement, c'est pour faire comprendre. Et donc, que le français a la langue joue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une langue menacée. Après, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on en fait, nous autres, nous qui avons la peau noire? Justement. C'est ce qui m'intéresse. À la figure, oui. Et moi, je pense que déjà même aborder un tel sujet, pour moi, sort un peu d'une certaine anomalie, ou même voir des États africains appartenir à cette organisation. Moi, je veux aussi qu'on aille vers une francophonie, d'indiphonie, c'est pas tout ce que nous avons comme langue locale. Nous sommes aussi capables d'imposer nos langues à un moment donné. Même si nous voulons appartenir à d'autres organisations, nous pouvons partir avec ce qu'il y a de chez nous. Nous avons fait l'expérience et on s'est rendu compte qu'en réalité, on s'était mis dans une organisation qui servait plus les intérêts de la France en tant qu'instrument d'influence, avouons-le, parce que si on devait revenir en arrière, vous l'avez évoqué, où aujourd'hui on exprime un certain nombre de regrets. Vous avez aujourd'hui l'opinion africaine qui est de plus en plus orientée sur une forme d'indépendance, parfois avec beaucoup de violence, de tout ce qui vient de la France. Est-ce que les pères fondateurs vont toujours faire le choix de cette langue? Je ne pense pas. On fera peut-être l'option d'une langue anglaise, on fera peut-être l'option de nos langues. Alors qu'adviendra-t-il pour la France? Oui, mais est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire une option de nos langues aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les conditions sont favorables. J'ai même eu un paradoxe où des financements existent de la France pour faire parler nos propres langues dans nos écoles et dans des structures. C'est quand même assez paradoxal. Diversité culturelle. Ah oui, diversité culturelle. Oui, nous avons besoin de l'Organisation internationale de la francophonie promeut le français, mais dans une diversité. Lorsque, par exemple, vous voulez faire comprendre quelque chose en français à quelqu'un, il faut d'abord que la personne perçoive bien la chose dans sa langue. Et donc, c'est une stratégie pour eux de mieux faire profiter, en tout cas, les avantages de la langue française. Est-ce que ça va peut-être alimenter ou continuer à insister sur cette évolution, le déchirement intérieur? Cet aspect est très récent dans la vie de la francophonie. Et c'est une organisation qui se réadapte aux enjeux aujourd'hui. Aujourd'hui, on observe aujourd'hui que l'opinion... On verra ça tout à l'heure. Et là, c'est le deuxième volet de nos échanges. La place de la francophonie, pardon. Quelle est sa place aujourd'hui quand nous sommes, Franck l'a souligné tout à l'heure, à un carrefour où on veut bien une diversité culturelle aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que véritablement la francophonie joue ce rôle-là, Franck? Oui, la francophonie joue ce rôle-là, mais dans un contexte aujourd'hui un peu compliqué. Vous savez, la langue n'a aucun problème à mon avis. La langue, ça évolue. C'est vrai que l'engouement que nous, on avait lorsque, par exemple, on était à l'école à aller vers les centres pour rechercher les romans, les livres et tout ça, cet engouement-là est en train de s'estomper. Mais aujourd'hui, la politique que les gens ont menée depuis 1970 jusqu'à ce jour, 54 ans après, la politique, quand je parle de politique, les dirigeants qui se sont succédés, la politique extérieure de la France a fait que les gens d'abord détestent les idées, et en détestant les idées de ces dirigeants-là, on commençait par avoir un désamour pour le français. On se dit, écoutez, quand on dit le français, on ne fait plus la part entre celui qui dirige et qui a une idéologie à imposer et la langue elle-même en tant qu'instrument d'échange, instrument de communication. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, si vous amenez des projets en anglais, les gens vont sauter là-dessus pour se dire, mais on a fait le français pendant des années, pendant des décennies. On ne sait pas ce que ça nous a apporté, justement parce que la politique militaire, la politique, disons, diplomatique de la France, ça a commencé par créer des problèmes au sein de certains États. Et la secrétaire de l'OIF l'a rappelé
3 déjà pays sont partis et ils souhaiteraient que ces pays-là reviennent, alors que dans un monde où l'anglais a pris déjà le dessus, on ne peut pas être en train de perdre les plumes. Aujourd'hui, on devait avoir une francophonie plus élargie dans le monde, plus étendue, des tentacules à travers le monde, mais avouons-le, le français est en train de perdre. Il y a de très mauvaises langues, qui ont soupçonné la chute de Ali Bongo. On l'a associé la chute de Ali Bongo à son envie de sortir libre. À son envie ou déjà non, il a mené des démarches, mais c'est une envie, ça reste encore à l'étape d'envie. La Commonwealth. Oui, le Commonwealth. Et jusque-là, on ne sait pas encore ce que ça va donner, en tout cas. Il n'y a pas que Ali Bongo, le Togo aussi l'a fait. Oui, mais est-ce que véritablement, quand on dit la francophonie des peuples, la francophonie des cultures, etc., dans les faits, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une francophonie qui ouvre une fenêtre sur vraiment la prospérité des cultures africaines? C'est justement là tout le problème. Parce que là, quand vous parlez de la prospérité des cultures africaines, dites-moi, combien disons, de spectacles avons-nous fait réellement dans nos langues et qui sont véritablement exportés vers la France? Commençons par là. Je prends un exemple très simple et très banal. Nous sommes au Bénin. Je prends des mises en scène faites par des acteurs béninois dans des langues locales. Combien de fois ça a été exporté? Mais pourtant, vous allez voir, je fais une transposition très rapide pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Imaginez un peu, pendant longtemps, nous avons suivi des films hindous. Et nous, on ne comprenait rien de tout ce qui se disait. Mais on chantait, on dansait. Et puis on se racontait le film. Le film pouvait durer 3 heures, 4 heures, mais on comprenait le film. Mais rien de la langue. Et des fois même, on arrivait à baragouiner la langue d'une certaine manière pour exprimer ce que l'acteur Franck faisait le résumé à tout le quartier quand il finissait sa soirée cinéma. Vous voyez déjà la différence. C'est ça. Voilà, ils ont eu le temps de mémoriser et de garder ça dans leur subconscient. C'est la preuve de ce que je suis en train de dire. Les hasards. Oui, voilà. Vous avez eu le temps de faire votre enfance. Les Jimmy. Et deuxième chose, vous allez, je l'ai toujours dit, la langue, même si elle est facteur de promotion, d'inclusion culturelle, c'est aussi un facteur qui détermine la puissance. Regardez par exemple, quand je vois une image qui me fait un peu sourire, je vois Macron, président de la France, de la République de France précisément, qui, face à des journalistes ou une population anglophone, se met à s'exprimer en anglais. C'est beau. Avait-il le choix? C'est beau. C'est vrai qu'on parle de l'intégration, mais en même temps, dites-moi, quand vous regardez un président chinois, est-ce que vous le voyez parler, même s'il comprend anglais, vous le voyez parler anglais? Vous ne le verrez pas, je vous mets au défi. Il va parler d'abord chinois. Et l'interprète se chargera de le traduire en anglais. Mais il comprend très bien anglais. C'est pour vous dire que sa langue à lui est d'abord importante. Combien sommes-nous à d'abord mettre nos langues devant, en avant? Regardez les Arabes, ils le font très souvent. Pendant les conférences officielles, ils parlent leur langue et peut-être dans les discussions interpersonnelles, ils viennent maintenant parler anglais avec vous, ou français avec vous, ou espagnol avec vous. Mais quand vient le moment solennel, c'est leur langue qu'ils mettent devant. Donc c'est pour vous faire comprendre que cette diversité culturelle joue contre la France aussi, qu'on le veuille ou non, juste contre le français. Donc, ailleurs, les anglophones, quand ils viennent dans des réunions importantes, juste pour peut-être vous tenir en haleine, le premier mot, c'est peut-être dans votre langue. Ils peuvent dire bonjour, mais il continue en anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas français. Il pouvait baragouiner le français à sa manière, le temps que vous compreniez ce qu'ils disent. Ça vous dit que la langue est personnelle et donne l'identification. Et c'est ça qui joue aussi contre les peuples africains. On a souvent dit que la francophonie est une organisation des peuples et des cultures pour une diversité. Vous avez jamais vu une place des cultures africaines depuis que ça existe? Enfin, je veux dire... Vous avez dit qu'ils financent... sinon, ils sont les seuls. Quand vous cherchez, ils sont les seuls à financer... ils appellent ça l'alphabétisation. Pour eux, ça, ce n'est pas de l'instruction, c'est de l'alphabétisation. Il faut comprendre français pour être instruit peut-être, ou comprendre anglais ou plusieurs autres langues. Mais ils sont les seuls à financer ça. Là-dessus, ils réussissent bien. Quand vous prenez les bourses d'excellence,
en matière d'études au peuple de la francophonie, elles sont nombreuses. Et pour moi, ce sont les quelques petites choses dont les États profitent, sinon dont les peuples profitent dans la francophonie. Sinon, pour moi, c'est beaucoup plus un moyen d'aliénation. Moi, je ne dirais pas que l'anglais a pris le pas sur le français. Jamais ils n'ont été égaux dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas quelle langue a égalé plus d'une vingtaine de documents stratégiques après la chute des grandes langues civilisationnelles comme le grec, le latin. Je ne sais pas quelle langue a jamais égalé l'anglais du point de vue de la puissance anglaise, sinon la puissance du Royaume-Uni dans l'histoire et plus tard avec le XXe siècle et les guerres mondiales, les États-Unis qui ont pris le lead. Eux aussi, colonies françaises et colonies anglaises, émancipées et devenues États. Et quand vous voyez les plus grandes puissances jalouses de leur histoire ou de leur civilisation maintenue, je veux parler de l'Inde, de la Chine, je veux parler de Hong Kong, je veux parler de plusieurs autres États, il n'y a que les Anglais qui, sur ces territoires, ont réussi et ont pu faire de grandes choses et sont restés ancrés. Vous savez, l'éducation, elle est à la fois hindoue et anglaise en Inde, et c'est pareil dans beaucoup d'autres puissances. Donc pour moi, quand on parle de l'anglais, il ne faut même pas essayer un comparatif avec le français ou des langues comme l'espagnol. Des langues ont fait des progressions. Mais l'anglais, elle a eu, je ne sais pas, la langue de Shakespeare a eu cette hégémonie naturelle sur les autres langues. Moi, je voudrais vraiment lever cet équivoque de la façon dont je vois les choses. Maintenant, quand vous dites les cultures et les peuples, vous savez, vous avez depuis longtemps commencé par revendiquer vos identités en tant qu'Africains, en tant que Caribéens, en tant que Latinos de l'outre-Pacifique, du côté de l'Amérique latine. Vous avez trouvé que le français vous a été imposé parce que le français voulait des commis et des préposés pour des cultures de rente et asseoir sa colonisation pour nourrir ses industries. Il vous a appris sa langue, il vous l'a fait manier et que vous êtes moins vous-même que français. Au nom de cela, vous revendiquez une identité. Et si vous donnez un peu d'argent, vous donnez un peu de valeur, donnez un peu de valeur à vos langues, acceptez les quelques mots que vous inventez, ambiancé, enceinté, enjaillé, les mots que vous inventez dans vos patois, et intégrez tout ça. Il y en a beaucoup. Il y en a suffisamment. Aujourd'hui est devenue championne en la matière. Vous avez trouvé que ces mots-là, enjaillé, ambiancé. J'ai parlé d'enceinte aussi. Ah oui, c'est le même univers sémantique. La même famille. Oui. Vous me laissez continuer quand même. Donc si... Je le qui a Zémé aussi. Bon, Zémé, je ne sais pas s'il l'a intégré. Non, il n'a pas encore intégré. Voilà. Donc, en fait, ces mots, sinon, ce petit contentement, si ça peut vous permettre d'être toujours francophone, de vous revendiquer dans l'Organisation internationale de la francophonie, tant mieux. Sinon, substantiellement, j'y arrive. Bravo. La francophonie, pour moi, n'est pas ce qui viendra nous révéler. Je pense nos que identités. Les Sénégalais n'ont pas eu besoin de la francophonie pour faire l'équivalence totale dans le parler quotidien du Wolof avec le français. Mais pourquoi est-ce que ça a valorisé en tant que tel le Sénégalais sur la scène internationale? Attention, en tant que Sénégalais, la culture sénégalaise s'identifie de go et de fait avec le français sur un média. Vous voyez ce que nous faisons en analyse. Aucun analyste politique ou je ne sais d'une matinale sur une chaîne sénégalaise ne peut finir son analyse un matin comme ça sans employer un mot du Wolof. Sans parler Wolof. Oui, ça traverse les frontières sénégalaises. Oui. Lorsque moi je suis par exemple une analyse en Wolof, ça ne me dit rien, à la limite ça m'ennuie un tout petit peu parce que je ne comprends pas la langue. Est-ce que c'est juste pas le début? Parce que avec le temps, l'habitude, il y a déjà l'instinct nationaliste qui va se régionaliser. Par contre, vous savez, il y a une langue dont on ne parle pas trop, le fulfulde, qui traverse les frontières. Ah, absolument. Oui, vous allez, même en France aujourd'hui, vous parlez le fulfulde, il y a des gens qui peuvent vous répondre en Inde un peu partout. Le swahili. Je pense que ce sont des langues autour desquelles les Africains devraient se réunir pour la promouvoir. Un peu comme le français. Je pense qu'en tant qu'instrument de l'influence de la France, à un moment donné de son histoire, l'organisation s'est rendue compte qu'il y avait de vives critiques
notamment venant des pays africains, et comme quoi nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre. Donc à un moment donné, il fallait faire d'autres options pour davantage accrocher ces États. Et donc ces financements sont sortis, on s'intéresse peu au niveau de ces États. L'objectif n'est pas ça. L'objectif est de nous faire croire que tout en appartenant à cette organisation, on pense aussi à nos cultures, on pense aussi à nos variétés, on pense aussi à nos musiques africaines, on finance à travers des médias internationaux des artistes qui vont prester en France. Vous savez, tout ce miroir qu'on montre aux Africains et combien ça marche. On estime que oui, on est important, on se sent important à l'échelle internationale, mais en arrière-plan, cela nous éloigne complètement de nos réalités africaines. Parce que pendant que vous participez au sommet de la francophonie, on fait la promotion d'une langue, mais vous laissez la vôtre dans votre pays. N'est-ce pas? Vous ne vous occupez pas de vos langues. Et je pense que, contrairement à ce que Franck a évoqué pour le cas du Sénégal, du Nigeria, où le Yoruba a évolué, ça fait partie des barrières que nous voyons en ne faisant pas la promotion de nos langues. Oui, si on veut s'intéresser au Wolof, apprenons le Wolof, tout comme on a appris la langue française pour mieux comprendre et échanger avec les Français. Parce que je ne pense pas que dans nos États, également, que la majorité de nos populations comprennent aussi cette langue. Je ne pense pas. Nous avons au moins 80% de notre population qui est analphabète, qui n'arrive pas non plus à parler cette langue. Et donc, je pense que, pour moi, à un moment donné, faisons l'option de faire la promotion de nos langues au profit de la langue française. Pourquoi pas un jour que finalement on puisse réussir à placer une langue locale comme une langue officielle, un peu comme dans d'autres pays qui ont réussi à le faire. Si aujourd'hui la langue chinoise, bien que ce pays aussi ait connu une forme de colonisation avec le Japon et les Anglais, ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leur langue et aujourd'hui, avec leur population, ils essaient de faire le chemin. Nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opinion est favorable aujourd'hui à de pareilles réformes. Et nos chefs d'État doivent profiter de cette fenêtre-là et aller dans ce sens. Nous avons besoin aussi que nos langues soient puissantes. Que nos langues soient puissantes. J'ai beaucoup de plaisir à observer un professeur au Nigeria qui a fait sa soutenance en Yoruba. C'était très riche, très intéressant. Ça me encourage, c'est très riche. Au Nigeria, on vous parle le Yoruba dans les universités. Dans les universités, à la télé, un peu partout. Donc, c'est peut-être au niveau de l'Afrique francophone que, je sais pas, très coincé. Et on ne veut pas non plus oser. Il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue. Ils ne sont pas trop coincés parce qu'il ne faut pas perdre de vue un aspect. Quand vous étiez au primaire et que, par inadvertance, vous parliez les langues de chez nous, qu'est-ce qui se passait? On dit que c'est le vernaculaire. On vous dit d'abord c'est le vernaculaire et non seulement ça, il y avait cet accoutrement qu'on appelait le signal, que vous mettez au cou et vous baladez avec, ça résonnait pendant la récréation et déjà au fond de vous, vous perdez l'estime de votre être. Parce que tout le monde vous regarde comme le mécréant de l'établissement et vous baladez avec ça jusqu'à ce que... Un pestiféré, justement. Parce que vous avez juste parlé votre langue. Parce que vous avez juste commis l'erreur de parler votre langue. Et ça a posé un problème. Nous avons grandi avec ça. On a tué l'amour de nos langues en nous. Et du coup, nous nous sommes dit, tant qu'on ne parle pas français, on n'est pas un homme, on n'est pas un intellectuel. Et c'est ça ce que nous avons appris pendant longtemps, c'est ce qui est resté jusqu'à présent. On va avancer. C'est pas aussi pervers que ça, ce que vous avez, vous parlez de, enfin ce que vous qualifiez de signal qu'on nous accrochait au cou. Il y en avait qui ne faisaient aucun effort pour parler la langue de... Oui, mais le crime, parce qu'il y avait une grosse diversité. Lorsque, par exemple, moi, le petit fond que je suis, mon ami qui est Bariba, qui ne comprend rien du fond. Et qui parle son Bariba dans la cour. Oui, on ne se comprenait pas. Oui, et après on ne se comprend pas. Et après lui, il parle Bariba, moi, je parle fond, et c'était... Et là, justement, à ce niveau, justement, on n'a pas permis aux frères nationaux de se comprendre. Parce que si éventuellement il n'y avait pas cette barrière qu'on mettait, le Bariba continuera à parler Bariba, le Dendi continuera à parler Dendi, le Yoruba commence... Et il trouverait un moyen de se comprendre. Il suffisait. Observez les villes comme Parakou, et Consort, vous allez remarquer que les gens parlent Bariba, ils parlent fond, ils parlent Dendi. Vous voyez un Bariba qui parle bien minant, vous voyez un Dendi qui
qui parle très bien Yoruba, et vous voyez un fond qui articule avec précision le dit Tamari. Donc dites-moi, si éventuellement on continue à forcer les gens à parler la langue étrangère, alors qu'on a la possibilité, on a les mécanismes, même si c'est à tâtons, de se comprendre, d'échanger nos langues, mais je pense qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas contre cette politique. Oui. Je dis, même avec le regretté Beyonvi qu'on a mis à la tête du ministère, à la tête de ce ministère qui a bataillé, on avait du mal à retenir ne serait-ce que 3 langues au plan national pour nous habituer à ces langues. Oui, mais ce n'est pas dramatique. Depuis Kérékou, on a eu beaucoup de mal justement à désigner c'est un manque de volonté politique. Des 12 départements, on a eu beaucoup de mal à les désigner. Il a suffi juste que quelqu'un vienne au pouvoir en 2016 pour contrôler ce qu'on avance. Si quelqu'un veut vraiment qu'on choisisse, on choisira. Si on nous dit après le français, vous aurez à parler le Hadja, vous aurez à parler le Fulfulde, vous aurez à parler le Dendi. Et il n'y a que ça. Vous allez voir, les enfants vont apprendre. Mais on ne peut pas permettre à tout le monde, lorsque William vient parler Hadja, déjà entendu PRPB, les gens parlaient toutes les langues de nos pays de façon ne serait-ce que automatique. Regardez un peu les slogans idéologiques qu'on envoyait à Bélé Kroukrou. Et dans des t'as dit, il y avait quoi? Non, laisse tomber. Le plus important, il y avait tout. Les Ouzoutanda. Et quoi encore? Donc, on les sortait, mais sans comprendre ce que ça veut dire. C'est ça, malheureusement. Mais voilà, mais quand il y avait le signal à côté, est-ce que vous pouvez suivre? Oui, on peut comprendre qu'à cette époque, on ne se rendait pas compte de l'erreur qu'on faisait en imposant cette langue, en utilisant des astuces pour empêcher les jeunes écoliers à parler leur propre langue. Mais on ne peut pas continuer dans cette erreur. Parce qu'aujourd'hui, avouons-le, nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre. Et même le français que nous parlons ce matin, on n'est pas sûr que tous les Béninois qui nous regardent comprennent ce que nous disons. Et c'est ce qui nous amène parfois à traduire certains contenus en langue locale pour que nos populations soient véritablement touchées. Et donc, aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons commis cette erreur en empêchant, tout simplement, n'est-ce pas, l'éclosion. Moi, j'ai un regret. On va faire vraiment avancer le débat. Moi, j'ai juste un regret. C'est de voir que l'entreprise engagée par un certain Issa Salifou de multiplier un peu les fenêtres linguistiques sur une chaîne et de proposer une plateforme où toutes les langues pratiquement du Bénin sont parlées, que cette entreprise n'ait pas prospéré outre mesure, en tout cas après quelques années. On espère qu'en tout cas que c'est bien dommage. C'est bien dommage. Sinon que Canal 3 avait quand même eu, je dois dire, cette grande audience, entre autres à cause justement de la disponibilité de ces langues-là sur... Quand vous allez sur le terrain, dès que vous finissez de tourner les éléments en français, certains insistent pour dire je veux parler français. Mais est-ce que vous avez remarqué que la francophonie manifeste une certaine indifférence? Et là, c'est un mot que je trouve pas suffisamment posé pour justement traduire mon idée. Indifférence face aux enjeux politiques de l'heure. L'ARDC qui crie depuis longtemps que le Rwanda l'agresse, mais personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Les coups d'État au Sahel, c'est pourtant des pays qui partagent une même langue et on n'a pas trouvé le mécanisme de leur parler afin qu'ils comprennent un peu que ça doit bouger outre mesure. On a quand même que la plupart des coups d'État, et notamment des coups d'État constitutionnels ou institutionnels, avec les troisièmes mandats, se passent fondamentalement dans les pays francophones sans qu'on puisse arriver à expliquer à ces gens-là en français que c'est contre nature démocratique que de faire ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la francophonie est totalement indifférente de ces actualités-là, William? Il y a une évidence, c'est que ce n'est pas la priorité de la francophonie. Elle existe d'abord pour les cultures et les peuples. C'est ce qu'on vous répondra en premier. Maintenant, il y a son axe 3, si mes précisions sont bonnes, qui sont relatives aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et là-dedans, il y a en bonne place, dans les droits fondamentaux, il y a que tous peuvent se faire désigner
et se faire élire dans un État selon les règles. Et les droits de l'homme doivent être... Droits de l'homme et démocratie, c'est un arrimage, c'est un couple. Ils sont bien siamois, ils sont indissociables. Au nom de cela, un espace qui prône la promotion des droits humains ne peut pas promouvoir, par exemple, deux voisins ou se taire, hein, parce que l'indifférence, le silence, le mutisme est une caution de fait à un sujet. Sur la question, par exemple, de la RDC dont vous parlez. Mais il faut aller en profondeur. Vous savez comment Louise Mushikiwabo est devenue... J'ai même oublié que la secrétaire générale de la francophonie rwandaise, pendant qu'on accuse le Rwanda d'agression... Et vous savez comment Louise Mushikiwabo est devenue secrétaire générale de l'OIF? La France était presque en train de s'agenouiller pour le Rwanda, devant des supplices, pour l'histoire relative au génocide. La France rachetait l'histoire, se rachetait vis-à-vis de l'histoire. Kagame nous jetait beaucoup de choses à la figure. Le français n'était plus une langue officielle au Rwanda. Le français, pour les exactions relatives aux droits de l'homme, le Rwanda pour les exactions relatives aux droits de l'homme, était en bourse, était coté en bourse. Tout ça a été battu du revers de la main par la France. On a imposé, j'emploie ce mot comme ça, on a imposé Louise Mushikiwabo. Et aujourd'hui, pendant qu'elle lit au pupitre en tant que secrétaire général et que son collègue du Commonwealth est là, ne demandez pas à la francophonie de tabler sur des sujets comme ceux-là. Tshisekedi boude peut-être le sommet, il s'absente, c'est sa manière peut-être d'exprimer l'inutilité de la francophonie vis-à-vis de certains problèmes à régler, mais écoutez, il n'aura que quelques Congolais, et je précise quelques Congolais. Comment comprendre cette indifférence? Non, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a les uns, les autres, il y a les etc., comme les gens le disent vulgairement dans nos sociétés. Le Rwanda fait partie des États qui règnent sur la francophonie aujourd'hui. Il y a des États puissants, il y a des États qui, du point de vue de ce qu'ils représentent pour la France, sont intouchables. Et parce qu'ils sont intouchables, qu'on soit dans le même espace francophonie ou même jusqu'aux Nations Unies, ces États ne seront jamais inquiétés pour les mauvaises choses qu'ils font urbit et orbit. Parce que... c'est propre à la diplomatie, à l'international. Justement, la francophonie veut bien promouvoir les cultures et les sociétés, mais se heurte au mur des relations internationales, de l'antagonisme du vivre ensemble des peuples. Et quelle que soit la volonté de la francophonie, elle y pourra rien. Elle est même trop petite. Permettez-moi de dire les choses comme ça, pour parler, pour influencer des gens que les organisations à vocation d'intégration sous-régionale et même le gendarme du monde n'arrivent pas à discipliner ces États. Alors, j'avais déjà commencé par le dire. Aujourd'hui, la langue française est en difficulté par la politique que menaient certains dirigeants à la tête de la France jusqu'à nos jours. Et cela fait partie des limites que moi j'ai relevées dans le discours de la secrétaire générale de la francophonie, enfin de l'organisation. Moi j'ai suivi un discours trop optimiste. Lorsqu'on a évoqué même les 3 pays qui ont déserté aujourd'hui l'organisation, c'est passé en filigrane. On dit 3 pays nous ont quittés, on espère qu'ils vont revenir. Mais il y a de sérieux problèmes. Et lorsque dans un pays on vous dit que c'est la France qui est à l'origine de votre malheur et que l'on revienne pour vous dire, écoutez, cette langue-là, il faut l'apprendre, il faut la maîtriser, il faut faire sa promotion, vous ne serez pas d'accord. Parce que vous allez dire tout le malheur que nous avons. Ne dites pas ça à Kigali. Hein. Non, ils ont compris, ils ont rapidement arraché le siège. Je n'ai pas fini. Oui. Et donc aujourd'hui, on doit comprendre que ne pas en parler à cette tribune-là, c'est une grosse erreur. Il faut ouvrir une fenêtre pour en parler parce qu'on ne peut pas dissocier la politique de la culture, on ne peut pas dissocier la culture de la politique, les deux vont de pair, et celui qui fait bien la culture promeut les droits de l'homme, parce que si vous respectez ma culture, vous n'allez pas brimer mes droits, si vous respectez ma culture, vous n'allez pas toucher à mes intérêts dans mes pays. Et donc aujourd'hui, on doit pouvoir changer un tout petit peu. Vous avez vu les déclarations d'un plus proche de Sarkozy quand il était encore aux affaires sur la situation au Gabon,
Et puis en Côte d'Ivoire, notamment, les déclarations qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, notamment ces derniers jours, lorsque vous écoutez ces témoignages-là, ça vous révolte lorsque un président se donne pour objectif de déstabiliser un autre président qui est démocratiquement élu et que des années après, quelqu'un vient de ce rang-là, de ce statut, vient faire ces témoignages. Vous avez ça crée un désamour en vous pour cette langue et pour les personnes qui sont censées promouvoir cette langue. Lorsqu'on vient vous en parler, ça ne fait pas effet du tout. Je pense qu'au-delà même d'une indifférence, c'est une grosse contradiction au sein de cette organisation. Même sur l'axe des droits de l'homme, où l'organisation peut se prononcer, nous savons tout ce qui se dit sur le Rwanda, sur les questions de liberté d'expression, de droits de l'homme. Et mais nous savons aujourd'hui que celle qui est à la tête de cette organisation vient de ce pays. Et donc, on ne peut pas, justement, porter ce discours sur le pays. Regardez les questions de coup d'État. Vous avez le Gabonais à qui on a dressé le tapon rouge, quand même, qui a participé au sommet. Le Tchadien qui a participé au sommet. Pendant qu'au même moment, le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont considérés comme tout ce que vous voyez au sein d'une même organisation. Juste dans un passé récent, pour revenir à ce que Franck évoquait avec les déclarations de Robert Bougie, vous avez des pays tels que le Gabon, la Côte d'Ivoire qui faisaient partie de cette organisation. Nous avons vu à travers ces déclarations ce qu'on a fait à Laurent Gbagbo, dans une même organisation, où un président élu et qui a été déstabilisé. Et donc, il y a tellement de contradictions au sein de cette organisation que sur des questions de géopolitique, de géostratégie, on se rend bien compte qu'en réalité, quand on a fini de bien parler de promotion de la langue et puis tout ça, on se rend compte que tant que la France n'oriente pas la francophonie sur un sujet, elle ne se prononce pas parce que ce sujet n'est pas dans l'intérêt de la France, ce sujet n'est pas en faveur de la France. Donc, nous revenons à la même question de ce que, en fait, on a créé une organisation pour la puissance d'un État, pour son hégémonie, pour son influence sur le reste du monde. Et ça s'arrête là. Si vous parlez bien et que vous faites partie des enfants, vous faites partie de cet État qui finance les élections des chefs d'État, oui, vous appartenez à l'organisation, on vous dresse le tapis rouge, vous êtes reçu à l'Élysée, vous faites des photos, vous dînez, et puis on s'embrasse. Et puis la vie évolue. Quand bien même vous venez d'un pays où vous êtes considéré comme dictateur, vous êtes considéré comme celui qui révise les constitutions à la veille de chaque élection, la francophonie elle est muette. Le riche, on va finir. Oui, c'est vrai que l'intersection entre la culture et la politique, c'est pratiquement... C'est un prétexte pour moi, je pense. C'est pratiquement déjà un terrain très violé, parce que déjà même les institutions de la francophonie, et les institutions francophones, en l'occurrence l'OIF, je crois, a un rôle dans la diplomatie et dans le développement international. Et maintenant, ici, quand on regarde, Eric a bien fait de le dire, quand on regarde, quand la France oriente sa politique, effectivement, vers un sujet, c'est là qu'on voit beaucoup plus l'OIF. Et au sein de ces mêmes pays, ces pays qui partagent le français, le français ensemble, on sent une sorte de disparité dans la gestion ou les relations avec ces États. Quand vous avez cette inégalité au sein de la même organisation, au sein de la même institution, vous devez comprendre qu'il doit y avoir des frustrations. Et aujourd'hui, par exemple, après les assises de Cotteret, on peut bien dire que déjà, quelque part, on envoie un envoyé spécial, on envoie une personne bien spéciale pour suivre de près la situation en Haïti, mais j'aurais quand même aussi entendre qu'on envoie un émissaire spécial suivre la situation au Congo pour voir un peu ce qu'il en est et autres. Il y a d'autres pays également qui partagent le français ensemble et qui ont aussi des difficultés. Pourquoi on n'envoie pas ces émissaires aussi là-bas? Moi, je veux voir Louise Mouchikouabo au sein de la même institution, il y a cette inégalité. Tant qu'il y aura cette inégalité, l'OIF aura toujours une politique qui ne pourra pas résoudre véritablement les problèmes. Parce que, je l'ai bien dit, l'intersection entre la culture et la politique, le pas est déjà là. Parce qu'on ne peut pas être à la tête d'une organisation. Quand vous voyez ce qui se joue en RDC et qu'on est francophone ou francophile, n'est-ce pas, et qu'au niveau de ce pays, vous avez des amoureux de la langue française qui tombent régulièrement sur le coup des balles. Je n'ai pas envie de nommer les gros armées qu'on cite souvent. On peut se dire en tant que chef de cette organisation, je veux aller à l'écoute de ces personnes pour les écouter. Et vous ne verrez pas ça. Quand bien même rwandaise, à la tête de cette organisation,
ou au moins du principe moral de ce que dans ce conflit, vous avez des citoyens de la RDC qui sont touchés, frappés chaque jour que Dieu fait par des groupes rebelles et tout ça. On doit pouvoir s'y préoccuper. Ne serait-ce qu'aller au moins au contact de ces francophones dans ces pays, n'est-ce pas, et qui se retrouvent dans ce genre de conflit et qui perdent la vie avec beaucoup de facilité. Mais tant que l'orientation n'est pas donnée, n'est-ce pas, par la puissance française, elle n'y fera absolument rien. On reste à nos pieds. Allez, merci beaucoup les gars. On reste dans nos langues. On reste dans nos langues, on fait la promotion de nos langues. Dites au revoir dans votre langue. Et d'abord. Il faut le finir. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous propose de suivre juste après moi la revue de presse. À demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Nouveau report dans le dossier Steve Amoussou. Alors que tous les regards étaient tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme hier matin, en raison de la tenue du procès Steve Amoussou, Fraternité nous apprend qu'à peine ouverte, l'audience a tout bonnement été renvoyée au 18 novembre 2024. Le quotidien Maison explique que ce nouveau report est consécutif à une friction entre maître Aboubakar Baparapé et le juge. Ce dernier a plaidé pour que le dossier soit momentanément mis de côté afin que ses autres confrères avocats puissent le rejoindre. Malgré l'insistance de l'avocat, le juge a décidé de repousser le dossier. L'information est confirmée par plusieurs journaux, dont Matin Libre, qui nous parle également de la célébration de la 6e édition de la Journée mondiale du coton, dont les travaux se déroulent depuis hier 7 octobre 2024 à Cotonou. Le quotidien rapporte qu'à cette importante occasion, qui rassemble acteurs africains de cette filière et représentants d'organisations internationales opérant dans l'industrie du textile, les efforts du Bénin pour accroître sa production et la transformer sur place sont salués. Pour la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, ces assises de Cotonou se justifient par les solides résultats obtenus par le pays ces dernières années. Cependant, Décryptage Info décrypte les contre-coups de la diversification de l'économie béninoise et relève une régression de l'exportation du coton en 2023 au profit de l'anacarde et du soja. Pour sa part, le matinal s'intéresse aux denrées de grande consommation au Bénin et relève une baisse des prix sur le marché. Le Canard s'appuie sur les résultats de l'opération de vérification des coûts des produits sur le terrain menée dans la semaine du 16 au 22 septembre 2024 par les observateurs de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Ces derniers ont effectué des descentes dans les marchés des principales villes du pays. Ils ont visité le marché de Dantokpa à Cotonou, de Wando à Porto Novo, d'Arzeke à Parakou, de Saint-Kouagou de Natitengu, de Boycon et de Nestor d'Almeida à Lokossa, précise le matinal. Mesdames et messieurs, retrouvons Fraternité pour évoquer la 19e réunion des ministres en charge des télécommunications et d'éthique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue vendredi 4 octobre 2024 à Cotonou. Le but de cette rencontre de haut niveau, indique le quotidien, est de stimuler la croissance économique et le développement durable à travers l'intégration d'éthique dans divers secteurs de l'économie régionale. Pendant ce temps, les usagers du marché de Dantokpa sont menés en bateau par des larrons. Par un communiqué en date d'hier, lundi 7 octobre 2024, relayé par Info Matin, l'Agence nationale de gestion des marchés a dénoncé des actes d'escroquerie à l'encontre des usagers du plus grand marché à ciel ouvert de la sous-région par des individus non identifiés. Le message précise que sous le prétexte de l'octroi de places marchandes au sein de ce haut lieu de transactions commerciales, ces personnes ont entrepris de faire constituer, contre paiement d'une somme d'argent, des dossiers aux commerçantes au fin de leur attribuer des places pour exercer leur activité. L'ANAGEM porte ainsi à la connaissance des uns et des autres qu'elle n'a jamais mandaté personne à cet effet. Terminons par le meilleur qui annonce qu'à l'université d'Abomey-Calavi, les inscriptions en ligne démarrent le 14 octobre 2024 via la plateforme dédiée accessible au www.étudiant.uac.bj.
Fin de la revue de presse de ce mardi 8 octobre 2024.